Parfait, donc, merci à tous d'être venus. Donc, je suis Mathieu d'Openwood et aussi du DoTank. Alors je vais commencer par présenter le DoTank rapidement puisque c'est l'endroit qui nous accueille aujourd'hui. Le DoTank, c'est un espace de coworking qui a été créé il y a quelques temps sur une idée qu'on pouvait rapprocher l'art et l'industrie autour d'une idée simple, c'est que les artistes pour créer ont besoin de créer des outils et que l'industrie fait globalement des choses assez des fois un peu pas très esthétiques ou pas très intéressantes et pourrait utiliser les outils qui ont été créés pour valoriser en fait les artistes. Donc c'est poser la question d'un mouvement entre l'art comme valorisation de l'industrie et l'industrie comme exploitation des outils qui sont créés par les artistes. Et donc c'est parti un peu de cette idée et dans la réflexion autour de ce partage de création, on a exploré tous les univers qui sont liés à la production, fabrication locale et des idées qui, même avant le Covid, n'avaient pas forcément commencé à intéresser de plus en plus de gens. Et je pense que tous les gens qui sont dans l'Assemblée aujourd'hui étaient déjà sur ces sujets-là à cette époque. Et c'est comme ça du coup qu'est né aussi Openwood, qui était en train de se lancer à ce moment-là, qui est la société que j'ai créée avec mon frère, qui est menuisier, qui fait de la production décentralisée de mobilier, peut-être on en reparlera tout à l'heure, de manière plus précise, mais qui était dans l'idée aussi d'équiper cet espace en fait, de mobilier local, fabriqué localement en tout cas, et avec une logique d'open source et de partage de la connaissance. Donc c'est un espace qui est ouvert à tout le monde, qui est assez flexible en termes d'utilisation. Si vous avez envie de venir au DoTank, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas, que ce soit pour passer une heure, une journée, une semaine ou un mois. C'est assez flexible les horaires et puis les modes pour se positionner. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir. On n'a pas d'engagement précis. C'est vraiment assez ouvert comme lieu pour venir travailler. Voilà, donc je laisse la place à Cédric du coup, qui présente, alors je ne sais pas dans quel sens tu veux qu'on anime cette table ronde. Voilà. Donc l'idée de la table ronde, c'était de parler de quel avenir sur l'industrialisation de produits de mobilier en France, comment aujourd'hui on peut venir créer et produire localement en France, plutôt que toujours venir faire produire ailleurs, loin. Donc le but de cette table ronde, c'est de venir faire venir des designers, de faire venir des porteurs de projets, des prototypistes, des fabricants, des éditeurs et de discuter un petit peu de nos retours d'expérience sur cette thématique et comment on a fait vivre nos projets et quelle dimension, parce que là on se base sur du bois, donc quelle dimension écologique ont nos projets et comment on a pu développer ces projets comme ça. Voilà. Donc là l'idée peut-être, alors moi dans l'ordre des slides j'avais mis la partie Openwood en premier. Je peux commencer parce que j'ai commencé à introduire. Tu peux mettre la slide après. Donc Openwood, alors effectivement j'avais commencé à l'expliquer tout à l'heure, le Openwood, l'idée c'est ce qu'on fait, c'est qu'on a une boutique en ligne qui permet de faire de la fabrication décentralisée de mobilier, c'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter son meuble à Montpellier va avoir son meuble qui est fabriqué à Montpellier, et quelqu'un qui va acheter son meuble à Paris ou à Nantes, il va avoir son meuble fabriqué à Paris ou à Nantes. Et on fait ça comment? On fait ça en utilisant des plans numériques qu'on envoie au menuisier, l'idée étant de bouger les plans et donc les informations plutôt que les matériaux qui ont une empreinte beaucoup plus importante, de faire travailler localement les personnes pour avoir une empreinte aussi d'impact social qui soit le plus important. Notre valeur ajoutée, elle est vraiment, on travaille sur la notion de développement d'impact social et environnemental sur la fabrication de mobilier, puisque la majorité du mobilier professionnel en tout cas est fabriqué en dehors de la France, donc une forme de relocalisation de la production de mobilier. Et donc sur aussi la valorisation du travail du design, puisque dans la chaîne de valeur sont rémunérés à chaque achat, évidemment, Openwood, le designer qui a fabriqué le meuble et le menuisier qui le fabrique.
Et donc c'est un peu sur cette idée qu'on a lancé ça. Les précurseurs de ce principe, c'est une société anglaise qui s'appelle OpenDesk, qui ont vraiment démocratisé ce principe. Et ici on a un bureau qui s'appelle le Studio Desk, mais encore mieux, on a les guéridons que vous voyez là-bas et là, qui sont, ces guéridons-là, c'est des modèles open source qui ont été produits par OpenDesk au lancement d'OpenDesk. Et ils ont lancé cette table là-bas d'abord en version table de travail, une table de café, et elle s'était été appropriée par la communauté, et ils ont produit la table haute. Et la contrainte qu'ils ont mis sur la fabrication de la table haute, c'est qu'elle utilise exactement la même quantité de matériaux que la table basse. Et donc en fait, tout le design qui est produit numériquement est ce qu'on appelle un design paramétrique, c'est-à-dire que dans la fonction de design qui a été construite sur le mobilier, on peut changer les dimensions, les hauteurs, les dimensions, etc. Mais le design reste cohérent en fait de la table de bureau jusqu'au guéridon, en conservant la même quantité de matériaux et aussi en travaillant sur l'éco-conception, c'est-à-dire aussi la sobriété en termes de chute, etc. Donc c'est vraiment un travail qui nous a épaté en termes de conception du mobilier, et surtout il était fabricable à peu près partout dans le monde. Voilà. Donc on a intégré, en fait, on a monté un partenariat avec OpenDesk, donc on distribue leur design et on a un partenariat avec eux du coup sur la vente de ces designs. Et on s'est dit c'est dommage de travailler seulement avec eux, il y a certainement d'autres designers qui sont dans cet esprit-là. Donc on a cherché en priorité un designer en France qui puisse nous faire des designs français. Donc on en a trouvé un qui est Fabrice Minassian, qui est un de ces... on est en arrière. Ouais, en arrière. Voilà, ce bureau à gauche là, c'est un lien qui est fabriqué, qui a un design français. Et on a après des designs italiens et des designs de deux autres designers italiens qui sont dans le catalogue. Donc les plans qu'on voyait derrière là, c'était les plans numériques qu'on envoie en fait au menuisier pour la fabrication. Et donc une fois qu'ils reçoivent ces plans, en fait, donc ça c'est des plans OpenDesk typiquement, et une fois qu'ils reçoivent ces plans, donc on a les couleurs sur les plans qui désignent les paramétrages à produire sur la machine, et du coup ils vont pouvoir découper sur la machine les panneaux, les finir, faire la finition, et après on va l'envoyer au client localement. Et donc ça c'est la menuiserie, l'atelier de mon frère, qui est menuisier du coup, donc c'est un exemple de l'atelier de menuiserie tel qu'on peut les voir à peu près. C'est à peu près comme ça que sont organisés tous nos partenaires, qu'on a une dizaine de menuisiers en France qui nous font la fabrication. Dans les faits, on a vraiment du volume sur quelques villes, quoi. Et donc c'est des machines comme ça, comme en numérique, on doit retrouver les mêmes à menuiserie collaborative, ou même dans vos ateliers, j'imagine que c'est la même chose. Donc voilà, c'était pour avoir une idée un petit peu de à quoi ça ressemble, les machines à commande numérique. Vas-y, tu peux passer du coup. Et donc l'idée en fait c'est les trois axes sur lesquels on travaille, et c'est un sujet aussi qui interroge notre modèle depuis le début, c'est-à-dire qu'on a des meubles, vous pourrez juger par vous-même si vous allez sur le site internet, qui sont très très chers, mais qui ont une répartition de valeur qui est très transparente, c'est-à-dire que la fabrication du menuisier, le menuisier prend 70%, on prend 20%, 10% pour le commercial, potentiellement l'apporteur d'affaires ou le site internet, et 10% pour le designer. Ça veut dire que si par exemple un menuisier nous amène un client, du coup il y a 10% qui va aller au designer, 10% pour la plateforme, et lui il va garder 80% de la production en fait, et il va avoir tous les meubles, etc. Donc c'est un modèle qui est relativement vertueux et qui pousse nos partenaires à intégrer ça à leur catalogue, proposer ça à leurs clients et faire en sorte que ils s'approprient un petit peu le modèle. Et l'idée pour nous c'est limiter l'impact lié au déplacement de meubles, de faire en sorte que le travail il se passe localement, quoi, et qu'il y ait un maximum de retombées et d'impact sur l'endroit, et de rentrer dans une démarche circulaire, puisque du coup c'est la première étape qu'on a enclenchée sur la production de mobilier neuf. Mais évidemment, quand on produit du mobilier neuf et qu'on le met en circulation sur le marché, du coup on a une responsabilité sur l'empreinte qu'on a de manière globale sur le mobilier. Donc là on est en train de travailler en fait sur la circularité de notre modèle pour passer d'un modèle de vente à un modèle de location, l'intégration de matériaux biosourcés,
Alors de matériaux plus durables, puisque ça ne vous a pas échappé, mais c'est du contreplaqué boulot, donc qui n'est pas le plus écologique des panneaux de bois. Donc on est en train de travailler sur une gamme de massifs qui intègre du bois des Pyrénées, du bois du Massif central et du bois des Vosges, donc sur du chêne, du châtaignier, des pins des Landes, etc. Donc ça c'est pour la partie bois. Sur la partie, on essaie de travailler aussi avec des matériaux recyclés, avec des matériaux tech pour pouvoir faire des panneaux recyclés sur des nouvelles gammes. Et on a intégré depuis l'année dernière des QR codes sur tous nos mobiliers qui permettent de voir qui a fait le meuble, et surtout d'introduire un nouveau contact avec le client qui va pouvoir nous renvoyer son meuble une fois que il aura plus l'usage du mobilier. Et après l'idée c'est de récupérer ce mobilier, le réparer, puisque tout est éco-conçu, les meubles sont modifiables en termes de pièces, etc. On peut les remodeler comme on veut et puis après les refaire partir sur le marché. Donc voilà un petit peu ce qu'on essaye de viser en fait comme modèle. Alors je sais pas si voilà, je fais le tour un petit peu de ce qu'on fait. Après l'idée ce sera de discuter du modèle et puis d'avoir des questions les uns les autres pour continuer la discussion. Continuer sur Eoxia ouais. Voilà. Donc après, le deuxième exemple, c'est le Udesk de Eoxia, fabriqué par AVH. Et une partie aussi collaborative, on va en parler. Voilà, Udesk, peut-être tu veux dire quelques mots, Laurent? Oui, ça peut être intéressant. Donc, Udesk en fait vient d'un partenariat, je dirais presque triple partie. Pour ma part, si je me présente, j'ai deux activités. La première, on travaille ensemble avec Cédric depuis plusieurs années. Et la deuxième, à côté, j'ai une structure où on fait de l'évaluation des risques, donc pour les différents salariés. C'est à ce titre qu'on travaille avec l'AVH depuis pas mal d'années sur le côté, sur différents accompagnements, sur l'évaluation des risques, mais aussi sur du suivi qualité, sur de la marque NF, etc. Là-dessus, depuis longtemps, avec Cédric, vu qu'on a beaucoup de postes informatiques, on a eu énormément de problématiques pour régler le confort et le travail sur écran. Donc le travail sur écran, vous aurez constaté que la position du travail sur écran pose toujours une problématique de savoir où est-ce qu'on va poser les coudes, puisque forcément le ventre arrive basiquement avant le coude. Et ce, même si on n'est pas très épais comme moi, il arrive quand même avant. Voilà. Donc on est parti du principe un jour de colère de prendre une scie sauteuse et puis de découper le bureau parce qu'il y en avait marre, quoi, franchement. Et là-dessus, avec Cédric, quand on a fondé Eoxia au tout début, on travaillait sur du design produit. Donc on s'est dit, une fois qu'on a découpé le bureau, on s'est dit peut-être qu'il y a moyen de le découper de manière un peu moins barbare. Donc on a dû faire 17 ou 18 prototypes là-dessus. Dans le garage. Dans le garage. Et on s'est posé la question, une fois qu'on avait quelque chose d'un peu stabilisé, enfin qu'on pensait un petit peu stabilisé, mais qu'Alexandre a trouvé pas très stabilisé. Donc Alexandre qui s'occupe de la production à la VH, de la partie bois. Effectivement, on a proposé un premier prototype, et puis on a eu un deuxième et un troisième, et là on arrive sur une version donc, qui est bien élaborée, qui va bien au-delà de la simple place pour le ventre, mais qui permet aussi d'intégrer le câblage électrique, le cable management dessous, la partie électrique aussi au niveau rallonge, et qui permet au pied de bureau de sortir juste un seul câble en fait. Donc ça évite les chutes de plein pied, ça permet de se poser correctement, ça permet aussi avec une balançoire de venir poser les pieds de manière confortable sans qu'il y ait rien au sol. Donc en fait on arrive sur un des premiers objets qui de mon point de vue d'ingé sécu est correct et peut permettre de s'installer correctement sur le travail sur écran. Avec plein d'autres sujets qu'on va voir d'ailleurs un peu après je crois si tu avances. Donc, voilà, donc on va avoir toute la partie gesture, posture qui est mal calée, toute la partie risque de chute de plein pied, toute la partie électrique. Je
l'ai dit. On a aussi l'impossibilité de fixer un poste informatique. Ça, je ne sais pas si vous avez vu, on a tous des tours en pied de bureau, là, le truc horrible, on tape dedans ou on ne sait pas où le mettre. Et je passe le détail de l'impact environnemental quand on regarde un bureau classique avec 12 kg de ferraille, 50 vis, un plaquage par-dessus en quadruple épaisseur, etc., etc. Donc c'est de là qu'est né Udesk. Après, Cédric, toi tu peux peut-être expliquer un peu plus comment tu es parti sur le design des pieds aussi. Oui, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir un bureau qui vraiment va être fait uniquement en bois, d'avoir quelque chose d'assez léger, mais finalement quelque chose d'assez rigide. Donc la découpe, on a vite trouvé cette forme de découpe en U. Au niveau des pieds, ce sont des pieds en X qui vont être inclinés pour reprendre les charges. Le petit clin d'œil X, c'est le X d'Eoxia aussi, mais ça, il n'y a que les concepteurs qui le savent. Ça. Voilà. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui puisse, qui puisse être relativement léger, enfin visuellement. Bon, alors après, on a quand même des grosses épaisseurs pour avoir quelque chose d'assez solide. Donc on est arrivé à ce proto-là, et puis après, rapidement, on s'est dit, mais il faut qu'on cale les cadres quelque part. Donc au départ, on a commencé à faire la découpe dans le fond, et puis après, voilà, on voit le tas de câbles à gauche, là, donc c'est ce qu'on a à peu près dans n'importe quel bureau. Là, ce qu'on voit à droite, on a fait concevoir, on a conçu et fait fabriquer une rallonge multiprise qui va intégrer courant fort et courant faible. Et avec un interrupteur, on va tout couper. Et l'idée, en fait, c'est de venir, on branche le bureau, on a deux câbles, on a un câble réseau, un câble énergie, et en fait, on a un seul câble qui traîne par terre, c'est ce qu'on voit là, et après, on a 0 câble qui vont, on n'a pas plus de câbles qui vont traîner. Tout le reste va se brancher, va se fixer sur le bureau, voilà, et va se raccrocher sur la prise. Donc au final, on a quelque chose qui est assez propre. Je ne sais pas si on a, voilà, on voit en bas à droite une illustration avec la balançoire, donc on n'a pas de photo ici, mais c'est assez sympa à utiliser, hein. Laurent l'utilise tout le temps, c'est vrai que ergonomiquement c'est assez marrant. Et voilà, et on a fait un système d'un boîtier de cache-câble qu'on verra peut-être sur les autres. Ah oui, alors ça c'est un système pour pouvoir gérer la hauteur. Donc on a mis un système de 2 cales, parce que bon voilà, on n'a pas tous la même hauteur, et parfois, alors ça n'a pas l'air grand chose, mais finalement on a 3 cm, et bien ces 3 cm ça va changer quand même pas mal suivant la taille qu'on a. L'idée c'est quand on va s'asseoir sur le bureau et qu'on va s'accouder, il faut qu'on puisse poser les coudes à 90 degrés et qu'on puisse être bien assis et pouvoir poser ses coudes. Et en fait, si on n'arrive pas à poser les coudes, après au bout d'un moment on finit par avoir des douleurs un peu partout, hein. On appelle ça des TMS. Et après voilà, on finit au fil des années par le payer avec des mal au cervical, mal au dos, etc. Donc le fait de pouvoir faire un réglage en hauteur, c'est un réglage qu'on fait à l'installation du bureau, après on n'y touche plus. Voilà, c'est assez simple parce qu'on a pensé à plein de systèmes de vérin à gaz, etc. Enfin, il y a plein d'autres déclinaisons, mais celui-là il reste assez basique, ça va être des cales. Alors peut-être sur le slide d'après, voilà, donc là on voit comment on va monter le bureau. Donc finalement ça se monte assez vite, hein. On a les pieds qui sont pré-montés, et là on voit dans cette petite animation, on va les monter, hop, voilà. Donc on a le bureau qui se... Donc là, on avait réfléchi avec AVH à un système d'emballage. Bon, tout est dans un carton. Bon, je pense que ce sera un petit peu différent. Voilà. On a vraiment essayé de travailler sur le côté éco-conception à la base. C'est-à-dire que tout ce qui nous a paru superficiel, on l'a enlevé en fait dès le départ. Alors il y a encore des choses à améliorer. Et là sur le bureau, le prototype que vous avez là, il y a tout l'aspect de câblage dessous qui n'était pas encore usiné sur celui-là. Sur les nouveaux bureaux, on a tout le dessous du bureau, je vous laisserai aller voir, est assez marrant parce qu'il est complètement usiné, il permet de passer tous les câbles avec des petits taquets.
Et il permet aussi d'alléger le bureau de manière, vraiment de manière importante, de façon à ce qu'il puisse être porté par une seule personne, en fait, le plateau. Voilà, donc là, c'est quelque chose que l'on a proposé. Dans l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer ce bureau qui a une éco-conception à la base, de pouvoir l'associer à une démarche de réalisation par un pôle socialement responsable. Socialement responsable. Ouais, et là, voilà, c'est là qu'on a un petit peu transformé le partenariat qu'on a depuis longtemps avec l'AVH en bah tiens. Et on va poursuivre. Voilà. Alors AVH, qui c'est? Nous sommes une association, donc notre but est l'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est une association qui a été créée dans les années 60 par la création d'un CAT, ce qu'on appelait à l'époque. L'objectif est d'insérer des personnes en situation de handicap mental, dans l'univers du travail, de les former et peut-être plus tard les intégrer dans le milieu ordinaire, on va dire, c'est-à-dire dans une entreprise classique. L'association AVH donc, a été créée sur Florensac en 67, je me rappelle bien. Le premier pôle, c'était le pôle travail. Il y a un pôle accompagnement qui a été créé. Donc aujourd'hui, nous avons 2 pôles, nous sommes 500 en tout, je ne dis pas de bêtises. Le pôle accompagnement, c'est tout ce qui est foyer d'hébergement, service d'accompagnement classique pour des personnes en situation de handicap qui vivent chez elles. Et vous avez également le pôle travail qui regroupe 180 personnes donc sur le site de Florensac, sur 2 sites, en plus sur le site de Florensac 150 et une vingtaine sur le site de Paulin. Les principales activités, oui, je regarde au fur et à mesure pour poursuivre. Donc nous avons le pôle travail qui regroupe 2 structures, un ESAT, ancien CAT, donc on accueille 92 bénéficiaires. Ce sont des personnes qui ont le moins d'autonomie, on va dire, sur notre structure. Et ensuite, une entreprise adaptée. On a une cinquantaine de personnes, donc travailleuses handicapées, qui ont une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap, qui, elles, sont autonomes et en général, qui ont un métier entre les mains et qui ont un niveau d'autonomie qui permet, on va dire, de faire des petites séries, ce qui est un peu plus compliqué donc, sur les actes. Ensuite. Voilà. Alors donc, comme tout ESAT, on a notre service espace vert, parce que bien souvent les ESAT font plutôt de la prestation. Alors c'est de l'entretien de locaux, c'est création et entretien d'espace vert. On a également une grosse activité, d'ailleurs la majeure activité qui correspond au métier de la métallerie, acier et alu. On travaille depuis la création d'AVH pour au début Mefran et maintenant le groupe Altran. Ça représente à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. On fabrique des planchers à la marque Nef, donc Laurent nous suit à ce sujet. On fabrique à peu près 15 000 par an, on fabrique des podiums, toutes sortes de mobilier urbain. Nous avons notre propre gamme. Et cette gamme-là est distribuée à travers le réseau commercial, donc, y compris sur site. Et ensuite, donc, on a un pôle bois. Donc le pôle bois, nous avons Alexandre qui est notre responsable spécialiste qui a fait l'école boule, il faut le souligner. C'est vraiment quelqu'un qui a un métier entre les mains. Donc le pôle bois regroupe 2 activités. On a une activité rabotage industriel, donc on peut nous dire à peu près les volumes. On a une capacité grosso modo rabotage de 4 camions par mois à peu près. Oui, on est entre 100 et 150 mètres cubes par mois sur une production continue pour pouvoir assurer et alimenter notre stock. Et on garde un petit peu de marge pour répondre à des commandes un petit peu plus spécifiques. Donc on a une activité qui est liée plutôt à la fabrication de matériel pour le bâtiment, c'est-à-dire de la terrasse, du bardage, des maisons en ossature robot aussi. Et ensuite, on a une autre activité, on va dire, plutôt mobilier, dans celle qui nous intéresse ici, où là, aujourd'hui, alors on cherche à développer un peu cette activité-là, parce qu'aujourd'hui, elle était un peu cantonnée sur du mobilier urbain, on va dire extérieur, type table pique-nique ou autre. Le fait d'avoir travaillé avec Aeroxia, on s'ouvre un peu à d'autres types de produits. Comme les bureaux. Ouais.
Donc voilà un peu notre capacité de production, pour un numérique classique, un peu ce qu'on retrouve un peu partout, on va dire, des coupes panneaux, l'unité de remplissage, et puis après toutes sortes d'outillages, on va dire, qui nous permettent un peu de fabriquer un peu ce qu'on veut. Et surtout, Alexandre, les compétences d'Alexandre, on va dire, qui nous permettent un peu d'avancer sur le sujet avec Oxygen. Alors quel est l'intérêt? C'est la suivante, je pense. Voilà. Alors quel est l'intérêt de travailler avec un ESAT? Bon, au-delà des démarches RSE, on va dire, qui sont un peu développées dans toutes les entreprises, également de la proximité, parce que nous travaillons avec beaucoup d'artisans et d'entreprises, on va dire, du coin, du groupe Altrad, le groupe Altrad plus avec lequel nous sommes vraiment voisins. Il y a un intérêt, c'est toutes les entreprises, grosso modo, de plus de 10 employés, doivent avoir un certain pourcentage, employer un certain pourcentage de personnes en situation de handicap, 6%. Bien souvent, ces entreprises n'atteignent pas et donc en fin d'année payent une taxe AGFIP de compensation. Alors, l'intérêt de travailler avec un ESAT ou un EA, c'est que vous pouvez déduire un volant assez important de cette somme-là. Alors, j'ai fait, si je me rappelle bien, j'avais fait en gros une petite démonstration. Une réduction de contribution AGFIP à hauteur de 30% du coût de la main-d'œuvre facturée. C'est-à-dire que si votre produit coûte 100, enfin, on va dire, si vous avez 100 € de main-d'œuvre, vous pouvez. Tout dépend du niveau de main-d'œuvre, on va dire, qu'il y a sur le produit. Si un produit coûte 200 €, vous avez 100 € de main-d'œuvre, vous pouvez enlever 30%, soit 30 € de ce produit en taxe AGFIP. À la fin de l'année, c'est la taxe que vous payez en moins. Alors c'est lié au nombre de personnes forcément en situation de handicap que vous employez, c'est lié au volume d'activité que vous donnez aux ESAT. Pour à peu près information, avec un de nos principaux fournisseurs, sur 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 10% en gros du chiffre d'affaires qui peut réduire chaque année en levée de sa taxe AGFIP, ce qui est énorme. Alors, on a de plus en plus de collectivités locales, parce que les collectivités locales aussi ont ces contraintes-là, collectivités locales et entreprises qui se tournent, surtout celles qui ont entamé des marchés RSE, qui se tournent vers nous forcément pour pouvoir faire participer, faire travailler donc, ces ESA. On a également une plateforme qui vient d'être créée, elle a vu le jour ce mois-ci, donc, qui regroupe sur toute la France ces ESA et ces EA. Et ça permet, c'est une vitrine pour nous, ça permet de mettre en avant en gros toutes les activités que nous avons dans nos structures. Voilà pour, en gros, pour la présentation d'AVH. Sur Florensac, nous sommes basés. Ah, voilà. En fait, l'AVH, c'est quand même au niveau, de mon point de vue, au niveau régional, moi qui suis assez souvent dans l'industrie, c'est quand même une entreprise industrielle, vraiment, avec un côté évidemment sociétal très développé, ouais. Mais on est quand même vis-à-vis de l'AVH sur un outil aussi industriel qui peut être un atout pour des grandes séries, pour aller vraiment industrialiser certaines productions, tout en gardant un côté humain qui est au cœur de la mécanique d'AVH. Donc on a quand même vraiment, on arrive à fabriquer des choses qui sont quand même assez intéressantes. Moi qui les suis depuis longtemps, notamment sur la marque NF, ça fait 10 ans qu'on a la marque NF sur les planchers, donc la marque NF c'est complexe à avoir, ça nécessite un suivi qualité, un suivi des lots, un suivi des ordres de fabrication, et tout ça on l'a mis en place sur la partie Poland avec une vingtaine de personnes impliquées, et depuis 20 ans on a de la production à hauteur de 15 à 18 000 planchers par an qui sont audités en interne par mois, mais aussi en externe tous les ans par la partie marque NF. Donc on a une réelle, il y a vraiment un savoir-faire industriel avec une capacité de répétabilité et en intégrant un côté humain.
Je trouve que c'est vraiment intéressant comme outil. L'objectif de tout ça, en plus, c'est pas la production. Non, c'est pas la production. C'est vraiment l'insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail. C'est la formation d'une part. Bien souvent, ils sortent d'un IME ou d'un IME Pro. Ils rentrent à l'ESAT, on les forme, ils apprennent le travail du bois, la soudure ou autre. Ils passent ensuite, quand ils sont arrivés à acquérir une certaine autonomie, sur l'entreprise adaptée, où là, ils sont plus bénéficiaires, ils sont employés. Alors, ce sont des emplois aidés, on va dire, pour notre structure. L'objectif étant de les amener à un certain niveau d'autonomie, de façon à ce qu'ils passent dans le milieu ordinaire, comme on l'appelle dans le domaine, dans une entreprise classique, et qu'ils fassent leur vie, qu'ils s'insèrent socialement. Voilà, l'objectif, c'est ça. Alors, il y a plusieurs biais. Donc, nous, on a notre propre production. On a commencé également les mises à disposition, de façon à ce qu'on puisse, enfin, que ce soit par le biais de prestations ou de contrats individuels. Il y a des personnes qui font, on a certaines sociétés qui nous contactent pour, par exemple, embaucher du personnel d'entretien. On se doit de les former. On peut les mettre soit à disposition, soit carrément, mais une fois qu'ils vont leur proposer, ils sont directement employés. Voilà, l'objectif c'est de tirer, et en plus bon, l'État nous organise un contrôle, on va dire, que ce soit l'ARS de l'ETM ou voilà, ou autre, nous pousse finalement à l'insertion professionnelle dans le milieu ordinaire. Et chose extrêmement rare, c'est vrai que nous avons une production, et un outil de production qui s'améliore, qui finalement s'automatise de plus en plus. Et notre objectif aussi, parce que bien souvent, il y a beaucoup d'actions qui étaient faites manuellement. Aujourd'hui, on essaie, on a 2-3 robots de soudure maintenant. On a également des robots d'usinage. Notre objectif, c'est toutes les manipulations et les usinages simples, essayer de les automatiser de façon vraiment à toucher, on va dire, de nouveaux produits, des produits à un peu plus forte valeur ajoutée, et permettre à nos bénéficiaires ou nos employés de A de travailler sur des supports valeur ajoutée plus importante et d'acquérir de nouvelles expériences comparables à ce qu'ils pourront retrouver dans le milieu ordinaire. On a un gars, alors c'est chouette de le voir, on a un gars sur un robot de soudure, il est autonome maintenant. C'est-à-dire que s'il va travailler dans les entreprises voisines, en plus ce sont des compétences qui sont recherchées. Alors, bien souvent ce sont des personnes qui vivent dans un certain cocon, on va dire. Alors, ils ont du mal un peu à sortir, mais une fois qu'ils arrivent à avoir suffisamment d'autonomie technique, on va dire, et qui osent, enfin, on les pousse finalement à avoir le maximum d'autonomie pour qu'ils voient leurs propres ailes qui partent à le milieu ordinaire. Mais ça arrive pas encore souvent, mais je pense qu'au fur et à mesure... Le cadre industriel s'y prête vraiment bien, c'est-à-dire l'aspect respect normatif, l'aspect de l'excuse du travail pour justement ramener les personnes sur des niveaux de compétences, ce sont les mêmes. L'exigence de la marque NF, c'est la même que ça soit l'AVH qui fabrique ou une société privée. Oui. Donc ça veut dire qu'on a exactement le même niveau de qualité. Les formations, là, il y a 4 soudeurs qui sont maintenant certifiés sur l'aluminium. La certification qu'ils ont passée sont la même que toutes les autres certifications. Donc on arrive effectivement avec l'accompagnement, avec avec évidemment un peu plus d'encadrement et un petit peu plus de temps passé, on arrive à avoir une fabrication industrielle stable et de faire évoluer les gens vers le monde... le milieu ordinaire. Le milieu ordinaire, c'est ça. Ce sont plein de termes bien choisis. On a beaucoup... L'autre jour, j'ai un collègue qui me dit il commande des capsules Nespresso. Il me dit, tiens, AVH, vous n'êtes pas les seuls. C'est une entreprise adaptée qui gère la partie logistique pour Nespresso. Ouais, recyclage. On le voit rarement, mais les entreprises font appel, c'est rarement mis en évidence, mais c'est de plus en plus courant. Vous êtes combien? Pour le travail, on est 180. Il y a 92 en tout, on est 180 sur le travail. Il y a 92 bénéficiaires, 50 travailleurs handicapés, et puis après, bon, encadrement, services administratifs, etc., etc. Et en tout, on est entre 450 et 500. C'est presque 600, la totalité de l'association. Excusez-moi. Parce qu'on a appris hier. Voilà. Enfin, j'ai eu la confirmation hier, mais on se rapproche des 600 personnes. Ouais. Mais bon, après, c'est avec mais ça évolue tous les jours. Logements éclatés, parce qu'il y a de la prise en charge, mais et de l'accompagnement sur des personnes qui n'ont rien à voir du tout avec
travail. Donc c'est vraiment au niveau associatif, c'est très global. Donc, ouais, si vous voulez. Alors sur la commune de Florensac, si j'ai juste 2 secondes, ça s'est un peu développé dans les années 60. Donc il y avait une école Saint-Hilaire qui a été créée pour jeunes en situation de handicap. La personne qui s'en occupait leur apprenait un métier. Ils apprenaient à souder, ils apprenaient un espace vert, etc., etc. Derrière, il a créé AVH, l'association de lavage de héros, enfin les ateliers de lavage de héros. Il a créé ensuite un foyer. Donc ça permettait de loger, des services d'accompagnement, etc., etc. Et puis au fur et à mesure, l'association aussi. Là, on est en train de créer, on va dire, sur la commune de Florensac, le 3e pôle. Il n'existe aucune structure aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap qui sont à la retraite. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école Saint-Hilaire, ils travaillent chez AVH et derrière, ils arrivent souvent dans des unités, enfin des maisons de retraite avec des personnes bien plus âgées, adaptées, etc., etc. Donc là, et il n'existe aucune structure en France ni aucun accompagnement. Là, il va y avoir des logements de créer et l'objectif est de mutualiser finalement le système qu'on a d'accompagnement qu'on a sur le foyer avec donc, ces logements qui sont destinés à ces retraités-là, de façon finalement à leur permettre de continuer à vivre normalement dans un environnement qu'ils connaissent déjà, dans la même commune, etc., etc. Donc on a vraiment sur la commune maintenant le panel complet, on va dire le parcours complet. Enfin, voilà. Et ce qui est très bien, c'est qu'ils vivent dans le village, enfin ceux qui habitent à la commune, ils vivent dans le village. Ils intègrent le monde associatif, et c'est vraiment super, super. Voilà. Ok, on va pouvoir passer au troisième on a changé projet. Donc la table basse d'Olivier. Voilà. Parler un petit peu de ton projet. Elle est là. Qui est là, qui est devant nous. Alors, peut-être le visuel d'après. Merci. Voilà, alors c'est un peu pour montrer le cheminement des croquis. Alors, croquis, j'ai pas les croquis là, mais bon, je travaille avec la 3D, je suis aussi graphiste 3D à côté. J'utilise la 3D comme outil de conception réellement. Ne serait-ce que pour les proportions, les dimensions, les systèmes d'emboîtement, ce genre de choses. Et aussi pour l'aspect visuel, au niveau des matériaux, la lumière, etc. Donc il y a quelques temps déjà, j'avais dessiné cette table et j'ai décidé de la prototyper à la menuiserie collaborative. Voilà. Donc j'ai eu une petite formation sur les machines-outils qui m'ont permis de commencer à faire un prototype. Donc là, pour illustrer un peu, alors à gauche, c'est le piétement. Donc je suis parti d'un gabarit que j'ai découpé à la scie sauteuse, tout simplement, qui m'a servi ensuite à faire les autres pièces. Alors le but principal de cette table, alors elle est déclinée en 2 versions. Là c'est la version avec ouverture sur le côté du coffrage. Le but c'était de réaliser une table vraiment la plus simple possible, tout bois. Et au fur et à mesure que je faisais le proto, etc., j'ai changé en fait la conception, le dessin. Il y a toujours une évolution et elle va encore un peu évoluer, etc. Donc au départ, si on peut revenir sur celui d'avant, tout premier, en 3D, voilà. Alors au tout départ, les pieds étaient comme ça, c'est-à-dire longiligne, d'une seule pièce, donc ça permettait d'avoir un usinage plus simple, plus rapide, et une main d'œuvre aussi beaucoup plus rapide, parce que c'est 2 pieds en fait tout simplement, des coupes. Par contre je me rendais compte que j'avais des soucis un peu de stabilité, surtout au niveau latéral. Donc après, sur le visuel d'après, voilà, le gabarit à gauche, en fait j'ai scindé les pieds en 2, j'ai gardé le même dessin en fait et je l'ai coupé en 2, on verra plus tard. Et aussi il y avait un aspect un peu trop fluet je trouvais du bois, donc en fait j'ai décidé de faire les champs à 45 pour donner l'illusion d'avoir un bois qui est plus épais. Alors ici on est sur une épaisseur de pain de 27 mm, mais ça fonctionne très bien aussi sur du 22, du 24. Le fait d'avoir les champs à 45 donne l'illusion d'avoir vraiment un plateau très épais, alors qu'en fait donc, du coup on gagne en légèreté réelle, légèreté physique, et pas forcément visuelle. Et
et un aspect plus robuste. Sur le visuel d'après, merci. Donc là on voit les champs sur les vignettes à gauche, on voit les champs à 45, là, les 4 plateaux, en fait c'est 2 fois le même, tout simplement. Un plateau latéral, voilà, dupliqué en 2, pareil pour le plateau du dessus et du bas. Et les pieds, donc là on voit en bas la première version avec les pieds donc, qui ont été assemblés comme ça, rectiligne, comme sur le premier visuel. Et ensuite à droite, comment dire, j'ai tourné les pieds en fait à 45 degrés pour rappeler un peu le champ à 45 degrés et ça offrait beaucoup plus de stabilité et c'est la version qu'on a devant nous. Donc là c'est un prototype qui est en peint en bois massif quoi. Et là à droite donc le visuel nous montre la version définitive avec le champ 45 toujours, les pieds orientés à 45 et pour plus de stabilité. Et toujours en contreplaqué parce qu'elle est éditée chez Openwood en fait. Voilà. Merci. Super ça. Depuis l'année dernière, du coup, on retrouve sur le catalogue d'Openwood, effectivement. Et donc ça s'y prête très bien parce qu'en fait la conception est simple, la fabrication est simple. Je pense qu'en fait ça correspondait très bien au cahier des charges, à la politique, à l'esprit d'Openwood. Ouais, et on a fait notre première vente la semaine dernière. Ouais. Du coup, d'ailleurs, j'ai couché, on a amené le champagne est pas loin. Ouais. Voilà. Comment vous gérez le contrôle sur la qualité? C'est une question qu'on s'est posée au début. Et en fait, une machine à commande numérique, ça coûte assez cher. Et donc la plupart des menuisiers qui sont équipés, c'est des menuisiers qui ont quand même pas mal d'expérience et qui travaillent de manière professionnelle et qui sont mis dans notre réseau, qui ont l'habitude de délivrer, qui ont une assurance déjà et qui sont capables de délivrer la qualité, le niveau de qualité qu'on retient. Après, on a un certain nombre de critères de fabrication, donc sur les finitions, on recommande l'utilisation de certains produits de finition et les plans, c'est nous qui les produisons, qui les fournissons. On n'a pas vraiment de problème de qualité. Après, on est metteur sur le marché de mobilier, donc c'est nous qui assurons le risque commercial avec le client et du coup le paiement aussi de la contribution, de l'éco-contribution, c'est pas une taxe, c'est une contribution pour le recyclage auprès de Valdelia. Je trouve que cette démarche que vous avez très intéressante, mais quand même si une entreprise a une machine, voilà, 5 axes, voilà. Une machine dont on a besoin de produire un objet X, le vrai contrôle est quand même assez difficile parce qu'il y a le bois qui n'est pas vraiment comme il faut, un problème de colle, de collage. Il n'y a pas une gestion sur ça. Alors on le résout par la conception du mobilier. Il y a très peu il n'y a pas de collage quasiment. C'est que des assemblages. Alors là-dessus, c'est des inserts dessous. Et effectivement, on a du collage sur celui-là avec sur les champs. Mais c'est des opérations qui sont assez classiques pour nos menuisiers. Donc voilà. Et après, ils engagent aussi leur réputation parce que le but, c'est quand même qu'il y ait un contact local entre le menuisier et les acheteurs. Donc la plupart du temps, pour l'instant, je touche du bois. Mais on n'a pas eu de problème du tout, quoi. Au contraire, souvent, c'est un bon moyen pour le menuisier de prendre contact avec des nouveaux clients et du coup de refaire après des travaux d'aménagement, etc. sur nous. Et est-ce qu'un client qui dit je vais acheter cette table-là, mais j'aime pas ce type de bois, il peut changer? On peut faire une demande pour un autre type de bois? Ouais, alors un noyer, je sais pas quoi. Pour l'instant, on ne fait que du contreplaqué boulot, mais effectivement, on a des demandes. On a eu des demandes en fait sur l'utilisation des couleurs, par exemple, ou l'avoir en blanc. Donc, par exemple, on a un bureau là, qui est là, qui a un plateau blanc qui est plaqué en formica. Donc, c'est des choses qu'on rajoute en plus. Tous les meubles sont fabriqués à la commande, donc on répond parfaitement aux besoins du client. Et ça, en général, il y a un surcoût, mais si le client est vraiment prêt à le faire, on le fait. La question du matériau, donc d'utiliser autre chose que du contreplaqué boulot, c'est quelque chose qu'on va adresser cette année et dans la logique d'utiliser des bois avec des garanties d'origine.
certifiés bois des Cévennes, bois du Massif Central, bois du Jura, pour pouvoir aller un cran plus loin encore sur les meubles. Après, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les plans qui sont là, c'est des plans qui sont faits pour des panneaux contreplaqués boulot de 3 mètres par 2 mètres 50 ou de 2 mètres 50 par 150. Donc ils ne sont pas utilisables en l'état, donc on travaille une nouvelle gamme qui change un peu l'approche. Ouais. Ouais. J'ai une dernière question, si je veux. Comment vous créez votre catalogue? Parce qu'à la fin, vous êtes une plateforme de vente, bien compris. Donc la cohérence d'un catalogue est importante, la qualité des produits aussi en termes pas que de fabrication, aussi la qualité du design est importante. Comment vous gérez ça? En fait, on sélectionne des mobiliers qui ont les mêmes caractéristiques, donc qui sont contreplaqués boulot et qui sont éco-conçus. Donc c'est des contraintes qui sont très fortes sur le matériau, donc l'aspect, et sur l'éco-conception, donc le design, quoi. Donc le nombre de personnes qui font ça est assez limité, et après on a choisi les modèles qui pouvaient être intéressants dans ce sous-segment de mobilier, quoi, pour avoir effectivement une cohérence dans les gammes, parce qu'on essaie d'avoir une approche de gamme sur on est toujours en bureau, un rangement et une table basse ou un élément d'accueil sur un design, sur un type de design. Et voilà, aujourd'hui on en a 4 principaux. Maintenant on ouvre avec Olivier, on a d'autres designers qui viennent faire des pièces. On a un designer aussi à Lille qui nous a fait une seule pièce. Mais voilà, en général on a 4 grands designs. Et Fabrice Mination aussi, qui est un designer français qui nous a fait historiquement une gamme pour la plateforme et qui revend aussi le gamme de son côté. Et du coup la transition est intéressante parce que notre positionnement, nous, il est dans la distribution, donc offrir l'accès au marché à des designers qui veulent créer des types de meubles qui sont compatibles avec notre catalogue. Donc effectivement il y a une forme d'adéquation et quand elle est trouvée, du coup ça marche bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous on n'a pas vocation à faire la partie prototypage. Je fais le pont avec la menuiserie collaborative, c'est que si Olivier n'a pas fait son prototype en amont à la menuiserie collaborative, du coup nous on ne peut pas le mettre en prod parce qu'on n'a pas vocation nous à faire la partie prototypage ou à faire émerger en fait ces designs ou ces modèles, quoi. Donc je ne sais pas si c'est le prochain. Est-ce que pour les artisans qui se positionnent sur la fabrication de votre mobilier, c'est une obligation d'avoir une commande numérique? Ouais. En faisant, nous, le principe de base, c'est qu'on fournit des plans numériques. Et les temps de production et la rentabilité, elle est liée au fait qu'on utilise, à l'hypothèse qu'on a une machine à commande numérique. Parce que le temps qui est gagné est assez important, parce qu'on fournit des plans qui sont logiquement exploitables directement, intégrables à la machine, et puis qu'à programmer les outils, et puis ça part. Donc pour les menuisiers, c'est vraiment l'élément déclencheur qui a poussé mon frère à faire ce projet, c'est qu'il constatait qu'il avait acheté une machine à commande numérique, qui est un investissement conséquent quand même pour les artisans, et il avait le temps de production, l'utilisation de la machine était relativement faible globalement par rapport à l'investissement que ça représentait. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir un produit qui soit simple et qui permette entre les périodes où il n'y a pas d'activité, c'est de pouvoir caler des commandes open wood, quoi. Donc nous on a vraiment, même dans les commandes, les menuisiers, on leur envoie la demande de fabrication. La seule contrainte qu'on leur pose, c'est de nous faire le meuble dans les 20 jours, parce que c'est la seule chose qui nous rend compétitifs par rapport au marché. 20 jours. Ouais, 20 jours. Donc c'est relativement rapide pour du mobilier sur la production, surtout quand c'est fabriqué à la commande et qu'il y a des options de personnalisation, etc. Le menuisier, il peut pas. S'il peut pas, c'est pas grave, on va le faire par notre menuisier, le menuisier suivant le plus proche, c'est-à-dire qu'on n'a pas de compétition à l'intérieur du réseau, c'est que le critère géographique qui décide à qui on propose le meuble. Donc il peut pas, c'est notre menuisier le plus proche à qui on va demander, puis à la fin on a un fallback sur la menuiserie de mon frère qui s'engage à faire tous les meubles
peuvent pas faire. Et votre réseau, c'est combien de... On a 10 menuisiers, mais aujourd'hui, une dizaine, on a 10, voilà, qu'on est capable d'activer très rapidement. Mais la majorité de nos commandes, elles sont sur Paris, ici, dans la région, et du côté Lyon-Grenoble. Voilà, et on essaie de se développer. Qu'est-ce que vous... Pardon, peut-être ça paraît évident pour vous, mais éco-conception, il y a quoi derrière ça en fait? Ouais. Alors, dans la notion d'éco-conception, on intègre en amont le matériau, donc la conception en tenant compte de l'économie, la sobriété maximum en termes de matériaux. C'est-à-dire, donc les plans sont faits pour être découpés sur des panneaux. Et donc on a un travail d'optimisation de la forme des matériaux sur les panneaux. Par exemple là-bas, les outils qui sont découpés, etc., ils essaient d'avoir le minimum de chute possible, voilà, voire même réutiliser. On essaie maintenant en plus de travailler sur une notion de goodies, de trucs qu'on pourrait offrir en plus, mais qui sont tirés des matériaux en fait, qui sont des déchets qu'on n'utilise pas. Donc travail en amont le matériau. Et après, sur la conception, on essaie d'avoir éviter au maximum la quincaillerie et les aspects en fer pour rester vraiment au maximum sur du bois, sur des emboîtements, utiliser le minimum de colle possible et d'avoir aussi des meubles qui sont démontables, donc on puisse démonter facilement une fois qu'on ne s'en sert plus. Donc c'est des inserts, c'est des choses qui permettent de les démonter pour pouvoir les réparer et les remettre sur le marché. Donc vraiment l'idée c'est de penser le cycle de vie des tables et d'être dans le plus sobre possible et le plus réutilisable possible. Et les produits de finition, vous choisissez quoi? Alors, on a deux types de finition possibles. C'est soit un vernis PU ébéniste qui est moins écologique mais qui nécessite moins d'entretien pour l'utilisateur final. En général, c'est ce que la plupart des gens privilégient parce que c'est plus durable en termes d'usage et de maintenance. Là, on peut le voir parce que sur les deux plateaux là qui ont été faits il y a 4 ans, on voit c'est une huile blanchon qui a été utilisée. Donc là, c'est de l'huile de finition bio et elle a tendance à noircir, etc. Ce qui n'a pas d'incidence sur l'utilisabilité du produit, mais qui, d'un point de vue esthétique, en fait, est moins sympa, quoi, vieillit moins bien. Et donc la deuxième option, c'est de l'huile biologique. Et là, on est en train de travailler, parce qu'on a des partenaires qui commencent à faire des mélanges d'alchimistes avec des durcisseurs et des systèmes de résine plus naturels et qui nous permettent d'avoir des qualités aussi de résistance aux rayures et aux projections mieux, quoi. Voilà. Mais l'idée c'est effectivement d'utiliser de l'huile bio. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour vous faire connaître en France en termes de communication, en termes de... Comment quelqu'un peut arriver sur votre plateforme? Alors, le principal aujourd'hui c'est le bouche à oreille en fait, et on travaille beaucoup sur un réseau de prescripteurs. Donc les espaces de coworking, c'est le meilleur endroit où on peut travailler sur nos produits et donc avec ce système de QR code comprendre d'où ça vient et savoir que c'est le menuisier local qui l'a fait, etc. Donc c'est le système de QR code qu'on a fait et l'implantation dans des endroits où on va avoir du trafic. Donc sur les espaces de coworking, on essaie souvent de faire les meubles et d'être assez coopératif sur l'installation de mobilier. Le deuxième élément, c'est que dans les 20% que touche la plateforme, on a 10% qui vont pour les prescripteurs, donc c'est les architectes d'intérieur. Donc on a aujourd'hui des remises partenaires pour les architectes d'intérieur qui le font soit bénéficier à leurs clients sous forme d'une remise sur le mobilier et qui font bénéficier, soit sous forme de marge arrière sur de commission, d'apport d'affaires exactement, sur des projets, quoi. Donc ça dépend un peu des gens. Donc du coup on grossit comme ça de manière un peu organique sur à la fois un réseau de prescripteurs et puis des gens qui voient nos meubles et qui les commandent et qui les achètent. Voilà. Et après pendant le confinement on a travaillé sur une gamme de télétravail. Et donc là on a une gamme de mobilier qui va sortir et qui est vraiment designée pour le télétravail parce qu'on n'arrivait pas à avoir ce qu'on voulait dans les gammes qui étaient déjà produites. Et donc là, on a fait des choses ultra simples en fait, mais on a une contrainte de prix pour les particuliers, c'est-à-dire que pour les entreprises, il y a moins de problèmes avec
les sujets de RSE, etc., les entreprises sont prêtes à investir et à payer le prix juste en fait sur le mobilier, mais les particuliers, quand ça touche au portefeuille des gens, et ben du coup c'est moins évident entre la table Ikea qui est pas trop mal non plus, pas trop dégueulasse, et la table qui coûte 3 fois plus cher et qui est fabriquée par le gars localement, du coup on n'arrivait pas à s'aligner, donc on a sorti une gamme, on a essayé vraiment pris les contraintes de minimum de matériaux, minimum vraiment le plus... Et ça c'est quelque chose qu'on est en train de sortir et de communiquer là beaucoup un peu différemment sur les réseaux sociaux et en prenant l'inspiration de télétravail, les recherches qui sont liées à ça. Voilà. Je sais pas si tu veux... Ouais. Alors sur les slides d'après, on avait les produits de Yves Lens. Voilà, peut-être sur une très rapide introduction, parce que je connais la moitié, plus ou moins. Je m'appelle Yves Lens, c'est un nom un peu difficile en France. Je suis d'Amsterdam d'origine, j'habite à Montpellier. Je suis designer, j'ai ma propre agence depuis 2005. Et avant, j'étais beaucoup en Italie, pendant 20 ans, presque à Milan. Où entre autres, j'ai travaillé pendant 7 ans pour Artemide, luminaire, et notre direction artistique codanaise, une petite entreprise historique italienne. Et peut-être on peut reculer. Donc là, c'est un projet qui est né avec Arnaud Magnardi et Jatterson, qui sont à Zon, dans le Cédem. S'appelle épinette parce qu'une épinette au-delà d'un arbre c'est aussi un petit clavecin. Et le tabouret, j'ai dessiné le tabouret pour ma fille qui joue le clavecin. Donc elle a besoin d'une hauteur anormale, une chaise en 44-45 cm, elle a besoin de 53-54 cm d'hauteur. Donc je te dessine un tabouret et on va le produire, le prototype ensemble chez Jatterson. Suite à ça, on a, là il y a Arnaud, à droite, on a décidé avec Arnaud de faire une version standard, c'est-à-dire 45 cm d'hauteur, qui est en exposition pendant de vitrine bleue, c'est notre action de Indigo Doc qu'on a créée pendant la France Design Week, qui est encore jusqu'au 26 septembre. Et donc c'est un objet qui finalement va finir dans le catalogue de Jatterson. Donc eux ils travaillent, pour qu'ils ne savent pas, c'est le bois d'éclaircissement de forêt. Donc c'est le bois qui est entre guillemets de trop, en coupe pour faire respirer davantage la forêt. Donc il récupère ça, il fait sécher. Et après c'est une production très propre. Le bois de châtaignier, il y a pas besoin de finition, il est très résistant aux insectes, bêtes et tout. Lui, souvent, il fait juste une petite huile de lin comme finition. Donc là, on le voit travailler. Là, à droite, il fait les tonneaux. Donc là, il sélectionne des petits bouts de bois. Une des parties les plus difficiles, j'ai compris au moins, c'est de trouver le petit bois assez droit. C'est pas évident. Parce que là, ça reste donc du bois plutôt brut. Donc là, à droite, il fait le tonneau. Peut-être on peut avancer. Donc là, il est en train de mettre ensemble une des prototypes, une photo juste de la structure à droite. Et ensuite, voilà, donc il met les feuillards. Et donc là, vous voyez la version à droite finie. C'est pas forcément la logique de production que vous avez vue, parce que ce sont encore des prototypes. Pour moi, le feuillard, il ne va pas couper sur le tabouret, mais il va le préparer bien sûr avant. Donc c'est un travail aussi sur chercher à diminuer quand même la matière. Donc c'est un 3 pieds. On sait qu'un 3 pieds c'est moins stable, mais d'autre côté il est toujours stable parce que sur 3 pieds, l'objet se repose toujours forcément sur 3 pieds et pas forcément sur 4 pieds. Et après, voilà, il y a juste le parti colle qui c'est le seul élément entre guillemets pas vraiment naturel qui est présent.
peux dire d'autre? Probablement, c'est un prototype, mais probablement le prix va être autour de 250-270 euros. Et donc c'est vraiment de toute petite série. Après, Atelier Chatterson, il travaille beaucoup, c'est un de commande pour des décorateurs parisiens, comme Liège, des gens comme ça, qui font une commande de 20, 30, 50 pièces. Donc ça reste des petites productions. Ensuite, il y a un autre, bon, on n'est pas ici en France, on est en Italie. Comme je disais avant, j'ai beaucoup travaillé en Italie, je travaille encore avec les Italiens. Ça, c'est marque BBB Italia. C'est une chaise cadrega. Cadrega, ça veut dire écrit avec un C normalement, ça veut dire en patois, lombard, ça veut dire chaise. On peut avancer. C'est une chaise qui est toute en bois. Ici, on ne voit pas la proportion, mais qui est tout petit. C'est presque entre une chaise et un tabouret. C'est un dossier qui est en hauteur de table, même pas 74 cm. Donc tout en bois, il est plutôt fin, donc c'est tout un travail, comment dirais-je, sur la structure, comment voilà. C'est une structure quand même très fin. Et voilà comment ça reste debout. Il y a une pilable, on peut épiler 3-4 chaises. Il y a des autres images, je crois. Voilà. Et après, il y a différentes finitions. Ça, c'est le premier prototype avec une finition qui couvre complètement le bois. Après, on a choisi d'utiliser des finitions qui sont quand même des couleurs intenses, mais on voit toujours les... Comment ça s'appelle? Veinage. Le veinage. Le veinage, merci. Le veinage du bois. C'est quoi comme essence de bois? C'est être. Ils ont choisi être un peu pour le prix, un peu pour la résistance, un peu pour... Je ne sais pas s'il y a des questions à me poser. Et du coup, elle est fabriquée en Italie, du coup là... Oui, donc BBB Italia, c'est une marque historique italienne, comme beaucoup de marques entre 2005 et 2010, ils ont mis les clés sur la porte et la marque a été achetée par quelqu'un par notre structure, notre réalité. BBB Italia, c'est une marque, je pense, qui naît dans les années 50. Et c'est pas un producteur, donc c'est vraiment un éditeur. Et après, ils sont vers Padoue, en Vénétie. Et comme beaucoup de chaises en Italie sont produites dans l'extrême nord-est italien, en Friuli, notamment en petite ville qui s'appelle Manzano, c'est vraiment le centre de production de chaises en bois en Italie. Okay. Et là, on parle de ce travail, notamment, peut-être on peut remonter la version rouge. Voilà. On ne voit pas trop bien. En tout cas, juste le dossier, la partie horizontale du dossier, c'est quand même très complexe parce qu'il y a une double courbe, voire 1, 2, 3 et 4 courbes presque différents, les deux côtés et la partie haute et basse. Donc c'est vraiment un travail de CNC 5 axes. C'est assez complexe, c'est pas grave comme morceau. D'accord, ça c'est usiné en fait, c'est usiné avec une machine à commande numérique. D'accord. Okay. Voilà, là en Italie, heureusement, il y a des possibilités énormes. Souvent, c'est une toute petite entreprise. Je crois que le premier prototype, c'est une entreprise familiale, ils sont 3-4, mais avec une machine énorme. C'est vraiment typique. Non, pas B&B, celui-là qui fait le prototype initial, qui ne fait pas la production, mais j'ai vu donc cette entreprise, c'est tout petit. Ils ont une capacité de production énorme. Et pour ce qui est de la fixation des éléments entre eux, là, c'est quoi? C'est des chevilles en bois et colle à l'origine. Après, on a changé sur la partie des 4 pieds. On a
j'ai dessiné la possibilité d'avoir avec une clé à laine de pouvoir serrer. Parce qu'on a vu avec le premier prototype, entre le prototype et la production, il y a eu un laps de temps et on a vu qu'après un peu ça commence à bouger. Et ici on a un célèbre exemple à Mazamet qui s'appelle Stella, qui fait ils ont breveté aussi un système qu'on pouvait toujours serrer une chaise après 1, 2, 5, 10 ans. Donc j'ai voulu reprendre cette logique. Parce que voilà, c'est quand même embêtant quand tu as une chaise, après 5 ans, ça commence vraiment à bouger. Qu'est-ce que tu fais? Par contre, toute la partie en haut de dossier, ça c'est collé. Il est moins sollicité mécaniquement. C'est la partie courbe là qui est faite avec un petit A5 tête. Est-ce que, je sais pas ce que vous faites, tout ça, est-ce qu'il y a moyen d'imaginer de tordre le bois en étuvant comme ça s'est fait à des époques sur du bois ancien? Là, est-ce qu'un de vous a déjà tenté ça sur un prototype ou quelque chose comme ça? je pense que toi tu peux répondre mieux que moi, mais on peut, parce qu'il y a une différence d'épaisseur. Mais là, c'est difficile. Tout est possible. Enfin, j'ai eu la chance de travailler en région parisienne pour des très grands décorateurs qui avaient des exigences particulières, mais on était dans le domaine artisanal et donc c'est pour ça qu'on n'a pas du tout de commande numérique ou autre à l'époque. Mais oui, il y a des entreprises qui proposent des cintrages. J'ai fait des cintrages sur des morceaux de chaîne massive de 8 cm d'épaisseur sur 1 mètre de long et qui, en une seule pièce, on avait le piétement avant qui faisait le débardement, qui faisait le dossier arrière et ça c'était cintré en une seule pièce en étuve et après il y avait tout le travail et le tournage de la pièce qui se faisait à la main. C'est une autre industrie, c'est un autre travail. On est dans le très haut de gamme, luxe et les commandes ne sont pas les mêmes. Dans la chaise en général, Je suis menuisier en siège en fait de formation, c'est pour ça que les contraintes de la chaise, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement spécifique, tant au niveau de la conception que du dessin et encore plus de la réalisation des assemblages. C'est possible, mais ça sera un autre marché. On n'est pas du tout sur les mêmes contraintes de prix. Il y a des belles boîtes comme Alki par exemple qui font des chaises industrielles. Alki par exemple qui fait des belles chaises industrielles et ils ont des outils de production. Enfin, en général, les gens qui font des chaises, ils ont des appareils de production qui sont assez loin de ce qu'on peut avoir. Et malgré tout, on arrive de plus en plus à. Je vous invite à aller voir par curiosité, je t'en parlais tout à l'heure, Souchet Network. Souchet Network, qui travaille beaucoup avec Grégory Lacroix, qui est un designer français aussi, qui commence à avoir une belle renommée. Et donc qui a démarré sur de la chaise haut de gamme de manufacture artisanale et qui s'est équipé d'une syntaxe et qui est en train d'arriver petit à petit à mettre au point une gamme de mobilier extrêmement complexe qu'on ne pouvait pas envisager de vocation industrielle sur les pièces qui sont créées essentiellement par Grégory Lacroix et ça y est, c'est des pièces qui commencent à sortir en grande quantité et c'est intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Ok, on va passer au cinquième étude de cas. Donc là, ça va impliquer la menuiserie collaborative. Le trio là. Voilà, le trio Pro 3D et Eve. Voilà, du coup. Écoute, si tu veux bien, comme c'est assez folklore comme projet, je vais me présenter en 2 secondes. Je me présente en 2 secondes et puis je vais surtout donner la main à Johan de la menuiserie collaborative à Montpellier, qui est la raison pour laquelle je suis invitée ici ce soir, et Yvan, qui est aussi l'ingénieur responsable du labo 3D Pro de l'Université des sciences de Montpellier. Et alors, Joubert, voilà, artiste, sculpteur, franco-américaine, qui a vécu à New York à peu près une 20aine d'années,
Et même si mes projets sont vraiment très loin de ce dont on a parlé ce soir, on a quand même quelques trucs en commun. Déjà, toi et moi, on a fait une des écoles supérieures d'art appliqué, Charles d'Olivier de Serres, et des Beaux-Arts de Paris, et aussi San Francisco Art Institute, où j'ai appris la performance. Et moi, en fait, mes projets mélangent le corps, la danse, la sculpture, et voilà. L'autre chose sur laquelle on se recoupe, c'est qu'en fait je travaille localement. C'est-à-dire que quand je suis invitée à faire un projet, une expo en Russie ou aux États-Unis ou en Allemagne, c'est qu'en fait, une fois il y a des Russes qui m'ont appelé, ils m'ont dit bah voilà, on voudrait vous acheter un totem, et voilà. J'ai refusé. J'ai dit c'est pas pour ça que j'ai choisi d'être artiste, et donc ils ont créé une résidence spécialement pour moi. C'est-à-dire que moi je me déplace et après je bosse sur place et je fabrique beaucoup de traces carbone, mais une fois que je suis sur place, ben, j'utilise autant les personnes que les matériaux qui sont locaux. Voilà. Et donc comme ça fait peu de temps que je suis à 7, ben, je suis allée toquer à la porte de Johan et Yvan. Voilà. Parle-nous un peu plus du projet. Bah, le projet, oui, je peux vous en parler un peu plus après si vous voulez. Non? Ok. Non, mais en fait, donc je suis sculpteur, mais en fait, assez vite, l'idée de travailler que dans la boîte blanche, c'est-à-dire le musée, m'embêtait. Parce que j'avais envie de me frotter à non pas que l'entre-soi et les professionnels, mais vraiment avec le public. Donc d'amener des œuvres insolites dans l'espace public. Les œuvres, en fait, elles ont une particularité, c'est que les gens peuvent grimper dessus. C'est-à-dire que j'autorise le public, et ça c'est rare, j'autorise le public à essayer les œuvres. Et les œuvres, elles sont ou ergonomiques ou cinétiques. Alors là, on ne voit pas, c'est une exposition où il y a 3 œuvres monumentales qui sont faites. Ça, c'est un totem d'entraînement de danse, mais c'est quand même des formes complexes, enfin un peu pas évidentes physiquement, donc c'est plutôt réservé pour les professionnels. Encore qu'en Russie, ils n'en ont rien à foutre des assurances, etc. Et les enfants grimpent dessus librement, sans problème. De toute façon, à chaque fois que je vais quelque part, que ce soit en Suisse ou ailleurs, ça pose un problème politique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des scissions, quand j'arrive quelque part, des scissions des gens qui veulent bien autoriser les enfants ou le public à grimper et les autres qui ne veulent pas. Parce qu'on se retrouve dans la problématique de si jamais il y a un accident, à qui c'est la faute? Et moi, tout mon travail artistique est basé sur la prise de risque positive. Donc, en fait... C'est une œuvre qui fait 3,50 m, hein, c'est vrai. 3 mètres, non, 3,10 m. 3,10 m, bon. Ouais, 3,10 m, voilà. Et dans le même esprit, c'est-à-dire qu'en fait, moi, les premières que j'ai faites, je les ai sculptées dans de la mousse, voilà, F. Et là, je me suis dit, j'avais envie que ça soit plus résistant et que ça soit reproduisible. Reproductible, pardon. Et donc, en fait, j'ai sculpté, parce qu'en fait, le fait de sculpter à l'échelle 1, j'ai un cylindre. Après, le jeu artistique, mon jeu à moi, c'est d'avoir un cylindre et qu'aucune des formes ne soit ajoutée. C'est-à-dire qu'en fait, j'enlève de la forme et la forme qui est enlevée, il n'y a pas de matière ajoutée au cylindre. Et après, je danse autour. Je fais le conservatoire de danse et des arts martiaux, donc je danse dans mon atelier. Voilà. Et je projette dans la forme ce que ça peut donner. Donc je l'ai fait suffisamment que maintenant je peux imaginer en maquette ce que ça peut donner, une fois que c'est reproduit à l'échelle 1. Et donc j'ai fait cette maquette-là, et après je suis allée voir Yvan et on a scanné. Et après on est... Ah oui, tu m'as fait pas. Non, ça te représente. Ça y est, je reconnais le dôme. Ah, là c'est un slide qui explique un petit peu la plateforme technologique. Bah, du coup, moi je suis ingénieur sur la plateforme Pro 3D, alors très loin du bois. C'est une plateforme technologique de fabrication additive de l'Université de Montpellier qui est rattachée au laboratoire de mécanique et génie civil de Montpellier. Ils font du bois au LMGC, mais moi j'en fais pas. Pour ceux qui sont déjà passés à côté de la fac de sciences, on est juste à côté du dôme. Il est un peu connu, les gens qui passent à côté le remarquent. On peut le voir de la route. Donc on fait essentiellement de la fabrication donc de l'impression 3D.
Donc Pro 3D, c'est formation, recherche, transfert. Formation, dans une université, on fait de la formation pour les étudiants. On fait de la formation pour essentiellement pour l'instant du personnel de l'université qui veut s'équiper avec des imprimantes 3D. Et de la formation pour des extérieurs. Parce que c'est vrai que l'impression 3D commence à vraiment être assez démocratisée dans les sociétés. Recherche, on travaille avec les labos. Alors ça peut être vraiment conception, fabrication de dispositifs d'essai pour des labos. Ça peut être de la recherche sur les matériaux ou les structures qui sont fabriquées par impression 3D. Et transfert, on va dire que c'est de la prestation vers l'extérieur, soit sous forme juste d'impression 3D, soit sous forme de conception et fabrication après. Et en termes de machine, ça va de la petite imprimante plastique FDM jusqu'à la plus grosse imprimante qu'on a, c'est une imprimante métal. En passant par à peu près toutes les technos qui existent. Pardon ? Une imprimante métal. Oui. Et donc le travail qu'on a eu avec Eve, elle est venue avec donc sa maquette à échelle réduite qu'on a scannée. On a retravaillé les fichiers numériques et... Ça, je voudrais bien dire un truc là-dessus. Vas-y. Ce qui était génial aussi, c'est que j'avais déjà une expérience dans la modélisation 3D, mais ce qui est génial au labo d'Yvan, c'est qu'en fait, il a beaucoup de programmes différents. Et qu'en fait, tu passais régulièrement d'un programme à un autre en fonction des tâches qu'il y avait à accomplir, et que ça a l'air tout simple, mais en fait, quand on doit retravailler la forme ou qu'on veut insérer, parce qu'après, j'utilise... Enfin bon, il y a toutes les histoires de socle qui apparaissent pas là, mais il y a pas mal de manip à faire, et ça, c'était vraiment... c'est des logiciels très très chers quand même. Mais pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ce qu'on a utilisé, c'était... il y a le logiciel du scanner, et après, c'était des logiciels gratuits. Ah, mais le logiciel de scanner, écoute, ça c'est fantastique. Le scanner, il commence à vieillir un peu, mais il est cher. Ouais. Mais après, on a utilisé le Mesh Mixer. Ouais, Mesh Mixer. Ça, et là, carrément, pour faire la soustraction des volumes, pour faire les creux, et c'est 3D Builder de Windows. Okay. Donc, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, non, ok. C'est parce que je pensais plutôt au scanner. Ah, Ça va l'utiliser. Ouais, c'est ça. Et... oui, donc voilà, on a fait toute la conception 3D. Et ensuite, j'ai travaillé après avec Johan, où il m'a demandé de faire des modifications sur les fichiers 3D pour pouvoir faciliter le montage. Et après, j'ai envoyé les fichiers 3D à Johan. Parce qu'il y a quand même eu du bois dans cette maquette. Ah oui, et donc voilà. Ah, tu vas voir là. Voilà, dans les prestations qu'on fait, on travaille souvent sur du proto, parce que ça reste des objets en plastique, en tout cas avec les imprimantes plastiques, qui ne sont pas forcément durables. Et donc c'est soit des prototypes de forme, comme là par exemple le totem au modèle réduit, là, ou des protos fonctionnels, mais qui ne sont pas faits pour durer non plus super longtemps, mais qui permettent de tester les fonctionnalités, les designs, et pouvoir utiliser l'objet. Voilà. Par l'expérience, je peux dire que voilà. Ça décasse le... Ah oui, on a fait quelques trucs ensemble. Et donc du coup, ce totem a été fait à partir de ce qu'on appelle une stratoconception, c'est-à-dire qu'il y a eu une découpe de planches, je pense qu'on va avoir quelques images. Il y a 206 couches. 206 couches. Ouais. Alors je vais peut-être présenter vite fait la menuiserie collaborative avant de poursuivre sur le totem. Donc c'est un atelier de fabrication pour le travail du bois qui se veut être un outil au service de ses utilisateurs. Donc c'est comme ça qu'on l'a conçu. Donc moi je suis un des deux cofondateurs, puis après on s'est agrandi, mais on est aujourd'hui donc 130 associés dans cette entreprise qui est une coopérative. Donc c'est une coopérative un peu spécifique puisque c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est un peu, on va dire, à mi-chemin entre l'entreprise et l'association, mais ça reste une entreprise. Et en fait, tous
les 130 associés peuvent participer aux décisions de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une entreprise libérée, quoi, on va dire. Donc actuellement je suis co-gérant et vite fait sur moi, mon parcours ça a été de faire un DMA ébénisterie au lycée de l'ameublement de Revel. Voilà. Donc pour situer, c'est une formation où on fait un meuble de A à Z en passant vraiment par la conception artistique, en partant d'un thème jusqu'à, si on peut, la commercialisation et en passant par la fabrication, les plans, etc. Et donc, voilà, pour faire un petit état des lieux de mes compétences et de pourquoi je me sens bien avec le prototypage en général, c'est que cette formation, elle a été créée pour faire le lien avec d'un côté le bureau d'études, d'un autre l'atelier de fabrication et puis de l'autre le designer. Donc pour les donc ils ont imaginé une personne là qui pourrait faire un peu les trois un petit peu suffisamment pour qu'ils arrivent à se parler, qu'il n'y ait pas trop de friction entre un designer qui dessine des choses trop fines par rapport à un atelier qui dit mais ça ne tiendra jamais, ou un bureau d'études qui dessine des choses qui ne plaisent pas du tout au designer parce que ça rentre trop bien dans le panneau, etc. Voilà. Et donc la menuiserie collaborative, c'est l'outil qui permet un peu tous les possibles, on va dire. Enfin, pas tous les possibles, mais une bonne partie des possibles, parce que ça reste un outil, on va dire, libre d'utilisation, qui est ouvert donc pour les particuliers en soirée et le week-end. Donc eux, ils ont des petites formations, des ateliers qui leur permettent de venir et puis de faire leurs projets. Mais c'est aussi du coup l'occasion pour certains designers de venir prototyper après leur boulot, ou après l'école, etc. Quoi, on en a en ce moment. Et puis c'est un atelier qui est ouvert aux professionnels. Donc souvent c'est des artisans qui travaillent seuls, qui viennent exercer leur activité dans l'atelier et puis louer l'espace et les machines. Donc voilà, il y a à peu près une douzaine de professionnels qui travaillent actuellement, dont des ferronniers. Enfin voilà, ça s'élargit un petit peu, on va dire, autour du bois, quoi. Et on propose des formations. Donc ça permet à un certain public qui cherche la reconversion de tester un peu ses affinités avec le bois. Et on fait aussi un peu de fabrication, donc notamment pour les sculptures de dev et puis pour d'autres projets sur l'agencement et puis sur la fabrication du bureau d'Eoxia, etc., etc. Et donc on a une machine CNC 4 axes voilà, qui nous permet de faire un peu des choses un peu larges. On peut peut-être passer aux diapos suivantes pour revenir sur la sculpture. Donc le principe de la stratoconception qu'on a mis en place pour la fabrication. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment des strates. Donc là j'ai utilisé un logiciel que je ne nommerai pas puisque je ne suis pas censé l'avoir. Mais pour les connaisseurs, vous l'aurez reconnu. Il y en a un qui est gratuit en revanche, dont je ne me souviens pas le nom malheureusement, mais qui est celui en bas là, qui m'a permis pour le calpinage de toutes les formes. Donc moi sur le logiciel de dessin, j'ai découpé donc la forme que m'avait passée Yvan, qui était donc voilà, très qualitative en termes de dessin, parce que voilà, toute la découpe s'est bien passée, j'ai pas eu de soucis pour récupérer toutes les strates, donc les 206 strates, que j'ai numérotées, que j'ai ensuite passé dans une espèce de moulinette pour mettre toutes les formes dans des panneaux standards, et puis qu'ils les mettent les uns dans les autres pour... Bon, ça marche plus ou moins, c'était pas l'exemple le plus représentatif. Bon, c'est la vie. Ça m'a permis d'utiliser, on va dire 15 panneaux au lieu de peut-être 40, quoi, si j'avais fait moi-même, alors de gagner du temps.
Et puis, mais cela dit, j'ai récupéré pas mal des chutes. S'il y avait une prochaine fois, je récupérais toutes les chutes. Mais en fait, même quand je fabrique d'autres types de sculptures, j'en fabrique beaucoup. Enfin, beaucoup, pas beaucoup. Très peu en nombre, en fait. Je produis très peu de choses, mais je réutilise. C'est-à-dire que même une sculpture, si je la coupe, je la transforme dans une autre sculpture. Donc là, le bois, les chutes, qui sont quand même super nombreuses, et moi, ça m'a fait même peur de voir ça. Je les ai récupérés et je m'en sers pour d'autres sculptures. Donc voilà. Et moi, je suis pas du tout dans une. Enfin, je suis dans une. C'est-à-dire que je produis très peu. C'est-à-dire que là, il y en a 5. C'est 5 totems. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de mise en place pour peu d'objets. Mais c'est peut-être mon côté aussi. Alors après, il y a toutes ces machines, les machines là, tout de ce dont on parle. Mais après, moi, j'ai un travail de sculpture et de ponçage à faire, mais c'est des heures et des heures et des heures et des heures. Et je crois qu'en fait, j'aime juste passer du temps sur un objet. Je trouve que c'est du. Tu dis 5, c'est 5 fois celui-là. 5 fois celui-là. Ouais. Bon, après, pour revenir juste sur la moulette là, qui n'a pas forcément fonctionné, c'était la première fois que je l'utilisais, donc je pense que je ferai mieux la prochaine fois. Ouais, bah là, déjà, à l'œil, je peux les refaire. Hein. Passons à la prochaine slide. Voilà, bon après là c'est pour un peu illustrer ce que ça donne en vrai ensuite. Donc c'était des contreplaqués en peuplier d'épaisseur 15 mm, donc, qui à chaque fois donc j'ai renuméroté toutes les couches pour pas se tromper. Et puis après on les a collés les unes sur les autres pour faire petit à petit la sculpture. Alors, si on voit la slide suivante, voilà, donc c'était en trois parties différentes parce que il fallait que Eve puisse intervenir sur le ponçage avant de l'assembler en entier. Donc on voit toutes les strates du bois qu'il a fallu ensuite poncer. Ouais. Enfin sculpter et puis poncer. En fait après il faut... vous êtes familier avec ça, c'est-à-dire qu'en fait une fois, même si on a des strates et que le volume est global et retracé, en fait après il faut vraiment retrouver les intersections de plans. Donc c'est vraiment comme ça que je sculpte. En fait, toutes les surfaces sont des plans et vraiment avec l'outil, je vais retracer complètement, donc je resculpte et je retrouve les arêtes pour avoir des belles intersections de plans. Et une fois que ça c'est fait, là je peux travailler les arrondis. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui adorent l'effet de stratoconception, l'effet de, comment t'appelles ça de stratification. Ouais, mais non, il y a un nom particulier pour cette forme. Stratifié. Hein? Stratifié. Ouais, stratifié tout simplement, ouais, je crois. Mais comme c'est en extérieur et que j'invite le public à l'utiliser, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'idée de matériaux autres que de laminer avec l'époxy, qui rigidifie l'ensemble aussi, qui fait que ça devient un objet, une unité. Et après, une finition PU en blanc, parce que pour le coup, ça tient vraiment bien là, la couleur blanche. Enfin, déjà, je fais presque toutes mes sculptures en blanc. Aussi parce qu'en fait, on ne s'attache plus qu'à la forme. On est complètement... voilà, c'est que les ombres portées, les ombres propres. Et voilà, et on est vraiment sur le... Et la photo d'après, je crois. Voilà, et donc... et ça, c'est le moment un peu magique aussi. C'est en fait, j'invite des performeurs professionnels, des danseurs professionnels, à évoluer sur le totem. Et sur d'autres œuvres, des fois c'est moi qui y vais aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, c'était... Alors là, malheureusement, je me suis un petit peu engueulée avec les gens du site parce qu'ils n'ont pas autorisé les enfants à grimper dessus. Mais en Russie, c'était flagrant. C'est qu'en fait, les mômes grimpaient sur la sculpture, mais comme ils grimperaient sur n'importe quel objet, en fait, sans conscience particulière de la forme. Et une fois ce qui s'est passé, ce qui était assez beau, c'est que les enfants qui avaient vu les danseurs évoluer sur le totem se sont appropriés l'objet ensuite d'une manière complètement différente. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout arrivés dessus comme si c'était n'importe quoi d'autre. Ils sont arrivés avec un rapport avec leur corps et à l'objet
Et il y avait un rapport poétique et surtout de recherche et d'expérimentation qui ne s'était pas fait avant ça. Donc j'aime beaucoup régulièrement dans mes expositions, enfin moi mon truc c'est vraiment art et éducation. Et je fais aussi énormément de médiation, contrairement à beaucoup d'artistes, ils posent un truc, ils sont longs. Mais je passe dans mes expositions, si je peux, ça c'est à Baissan, au domaine de la Seine de Baissan, et qui n'est pas très très loin d'ici. Et donc je passe du temps régulièrement à aller à la rencontre du public et à les inviter à grimper sur les œuvres. Et je leur explique aussi. Et j'apprends aux gamins, souvent, voilà, je dis à l'école, vous apprenez que vous n'avez que 5 sens. Mais en fait, vous en avez beaucoup plus, nommés par les scientifiques. Le 6e, c'est la proprioception. Le 7e, c'est l'équilibre. Le 8e, c'est la thermoception. Il y en a d'autres auxquels je m'intéresse moins. Mais en fait, la façon dont moi, je crée mes sculptures, c'est avec la proprioception et l'équilibre. C'est les deux sens que moi, je mets en action. C'est-à-dire qu'on a plein d'arts. Et j'aime l'idée aussi, en fait, que... alors, comme vous êtes designer, j'imagine que vous savez ce que c'est que la proprioception. Mais c'est pas sûr. Okay. Non, mais je sais pas, je demande parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas. Toi, tu sais pas, par exemple. Voilà. Mais si tu veux, c'est le sens qui te permet d'être assis comme tu l'es là. Sinon, tu ne tiendrais pas assis. En fait, quand tu fermes les yeux, tu peux toucher ton nez, ton genou. En fait, tu as des propriocepteurs dans les muscles très profonds qui te permettent d'avoir des coordonnées dans l'espace. Et en fait, sans que tu conscientises, tu es sans arrêt en train d'utiliser ces propriocepteurs qui te permettent de prendre un objet, ou pour les danseurs, ou pour les sportifs de très haut niveau, les pilotes, etc. Donc en fait, le fait que tu aies des coordonnées, c'est ton corps, et en fait, il s'avère que c'est aussi le sens qui te permet d'avoir le sens de toi-même, en fait. C'est-à-dire que si tu perds ta proprioception, tu n'as plus d'enveloppe non plus. C'est-à-dire que tu n'es plus, ton rapport à l'environnement est complètement dévarié, comme disait un 7. Et voilà. Et pour moi, c'est un sens. Et ben voilà. Là, t'as les propriocepteurs t'emmerder. Et donc là, c'est le totem. Mais en fait, là, j'ai créé aussi des bancs. Après, on l'a pas mis parce que c'était pas notre projet commun. Mais là, j'ai créé 12 bancs mobiles que le public peut utiliser. Et où, en fait, quand ils s'assoient, s'ils font pas attention à leur environnement, donc déjà, c'est qu'ils prennent conscience de leur action, en fait. Quand ils s'assoient, ils sont surpris, voilà. Mais il y a suffisamment de contrepoids qui fait que c'est pas dangereux et ils tombent pas. Et après, ils sont obligés de gérer les poids et les contrepoids, de gérer l'action de quelqu'un d'autre qui vient sur l'objet. Enfin, vraiment, ça c'est la thématique de mes œuvres, c'est vraiment d'essayer de conscientiser des gestes et de parler de la beauté d'un geste. Et après, moi, je suis sculpteur, donc forcément, je l'exprime dans la sculpture. Et puis, comme je suis ancienne danseuse, je mélange ces médiums-là. Voilà. Super. Voilà. Bon, on a passé encore un petit beaucoup de temps, c'est présentateur. On aurait plein de sujets à aborder, parler des impacts de la fabrication en France, l'impact social. Bon, on en a un petit peu parlé, mais c'est ce point-là. Peut-être Juliette, tu peux passer au slide d'après, les difficultés, donc voilà, le petit prototypage, la réindustrialisation, les canaux de vente. Donc on a vu un petit peu des exemples sur le prototypage. On a besoin de prototyper avant d'industrialiser. Et après les canaux de vente, donc on a vu des exemples des canaux de vente. Bon, je ne vais pas tout reprendre dans le détail. Peut-être, Juliette, tu peux passer au slide d'après. Voilà. Après, au niveau des échanges, on peut peut-être encore conclure. Là, j'avais proposé à Olivier Jean-Jean de venir parler des Occitanie. Je vois qu'il s'est caché, il va revenir. Je l'ai invité, je lui ai proposé qu'il parle un petit peu des Occitanie. Donc, c'est une association qui va en fait faire parler du design au niveau régional. En Design Week, qui est une structure qui est nationale. C'est une association qui est née au début du mois, au début d'année, pardon. On a été 6 personnes à la cofonder.
voilà, du coup, il va venir pour présenter un petit peu plus de ça. Donc, Olivier, donc, c'est le président de l'association. Olivier, à toi. Non, voilà. Mais tu sais, c'est marrant sur le côté local. C'est-à-dire que même moi, si je fais très peu de pièces, il y a quelqu'un qui récemment m'a contacté pour me dire Eve, j'ai des plans en Chine. Ouais. Et je dis mais des plans en Chine en fait. Olivier, viens t'asseoir ici. Non mais je veux dire même dans les, tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est des philosophies en fait. Oui, après c'est un mode de réflexion plus global sur l'impact qu'on va avoir. Oui, c'est une réflexion, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi des choix de vie, c'est aussi des choix, tu vois. Des choix. Maintenant, tes clients, ils sont obligés de faire des choix s'ils veulent. C'est là-dessus qu'on parie, c'est que les choix, le raisonnement en fait de l'impact, du sens, du bon sens, qu'on appelait à l'époque, va l'emporter sur les décisions économiques, quoi. Donc peut-être acheter moins de trucs et faire en sorte de les acheter mieux, quoi. Un peu l'idée. Je trouve intéressant, moi, avant que tu présentes l'association, c'est vrai que dans tous les exemples qu'on voit le schéma. Alors nous, c'est ce qu'on avait essayé de faire, parce qu'on a initié au Bhoutan, et c'est pour ça qu'on a créé cet endroit. C'était qu'au départ, tu as un moyen d'expression en fait, qui est plutôt artistique, donc tu veux pouvoir exprimer ce que tu as au fond de toi à travers la danse et ce que tu nous expliquais sur la capacité dans l'espace d'exprimer un mouvement et de créer un objet qui permet de rendre moteur en fait ce mouvement, de le partager en fait, ce que je comprends. Et pour faire ça en fait, on utilise des technologies industrielles, de conception 3D, de prototypage, etc. Et peut-être que ce truc-là, ce procédé ou dérivé d'une certaine manière, demain on va créer, alors je sais pas, peut-être pas un mobilier de bureau ou peut-être quelque chose qu'on va mettre à l'intérieur des entreprises pour se détendre par exemple, qui sera lié au mouvement parce qu'il faut bouger dans les entreprises, etc. Peut-être ça va donner une idée demain de conception d'un nouveau truc qui fait que de l'objet artistique, on va passer à l'objet designé et effectivement, après comme Olivier, là, il va aller à la menuiserie collaborative, faire son idée de projet industriel et de prototyper ça, pouvoir produire son premier prototype et puis après du coup peut-être on va le commercialiser sur le marché et puis on le met sur des plateformes comme Openwood qui vont faire la fabrication locale, etc. Et potentiellement une fois qu'on arrive à des niveaux de volume, aller s'appuyer sur des réseaux type ESAT c'est ça pour avoir ça a changé énormément. C'est les moi j'avais CAT en tête et j'ai toujours l'impression de me planter. J'ai toujours peur de me planter, mais il y a des réseaux partout en France de CAT, donc on pourrait reproduire la même chose que la production. Dès qu'on passe sur des productions un peu plus larges qui sont plus tenables par des artisans, on va aller chercher des structures sociales de production qui elles acceptent plus des volumes en fait un peu plus établis, et puis on a bouclé la boucle d'un projet artistique qui va démontrer une caractéristique d'innovation pure à un objet qu'on va retrouver de manière globale sur ça, et sans quitter en fait l'impact local, l'impact sociétal, l'impact environnemental, quoi. Et je pense que là, tu vois, on a toute la chaîne qui permet de le produire, quoi. Et donc elle existe, cette chaîne, je trouve que ça cool. C'est plein de gens qui ont des axes et des intérêts différents et qui peuvent coopérer pour développer ça, quoi. C'est intéressant. C'était ce que ça m'évoquait. Mais le design, du coup, l'association. On a perdu l'association. Moi, elle n'est pas perdue, c'est que d'un seul coup, elle prend conscience qu'avec une petite clé USB, je peux vous envoyer 3 diapos et comme ça sera. J'avais pas prévu ça du tout, je pensais pas intervenir, donc je me disais, il y a un coup à boire. Non mais blague à part, il y a un bonus chez vous, c'est que je sors d'une réunion à la fenêtre, là, où on a fait une table ronde design et urbanisme, et tout le monde est masqué. Je peux vous dire, j'arrive ici. S'il y a plus d'espace. Et l'espace est meilleur ici. Tout est mieux. Merci. Mais juste pour le fun, je t'enverrai d'autres trucs, parce que là, le totem, c'est parce qu'on a des projets ensemble, mais il y a énormément d'autres objets. Là, je suis en train de penser à, tu vois, les skateparks à partir de formes de corps humain, des choses comme ça. Juste parce que... Ouais, c'est ça. 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 Ouais, c'est ça
C'est intéressant, mais nous, en départ, alors, je ne sais pas ce qu'on a... on l'a plus signé en batch, je ne sais pas si tu as vu une espèce de boule en plastique gonflée. C'est un designer autrichien qui était venu à l'époque en fait, où cet endroit n'existait pas. En fait, c'était un squat qu'on a récupéré, avec Laurent qui est passé tout à l'heure, qui est le propriétaire du lieu. On a fait évoluer vers cet espace de coworking et au tout début, pour lancer le lieu, on a fait une exposition d'artistes contemporains qui utilisaient des matériaux à l'emploi. On a une sculpture de fibres numériques qui était énorme au milieu et on avait un sculpteur plasticien qui utilise le plastique pour faire des comment ça s'appelle, les fauteuils cool, comment ça s'appelle, je sais plus. Mais du coup qui est relativement célèbre et suite à cette exposition, l'association qui avait organisé a signé en fait un projet artistique dans un paquebot à Saint-Nazaire, donc un des plus gros paquebots qui a été conçu en France. Ils ont créé des bulles en plastique qu'on a vu là-bas. Ils en ont foutu partout dans la cage d'escalier du bâtiment et donc du navire. Et tout a été produit ici. Et donc c'était super intéressant de voir en fait le lieu en fait évoluer en même temps que les projets artistiques et locaux. Et donc je pense que ta dynamique de produire localement et de favoriser une forme de trace et d'empreinte, etc., elle fait je pense qu'elle peut provoquer des effets papillons qui peuvent devenir ce lieu par exemple, et qui peuvent devenir après je ne sais pas celui qui a sur tes projets, mais je trouve qu'il y a ce genre d'effets papillons qui peuvent exister derrière. C'est intéressant. Cette démarche locale en tout cas. Après, je sers les fesses, parce que ça coûte très très cher, mais je changerais pour rien au monde. Après, voilà, c'est un espace de... Non, mais c'est vrai, sinon tu bosses tout seul, tu as des produits qui arrivent, tu sais pas d'où ça sort. C'est l'humain en fait qui m'intéresse aussi, tous ces échanges. La rencontre et puis la construction. Mais oui. L'aventure. Exactement. Non, mais l'aventure humaine, sinon on ne sait pas pourquoi, je suis pas trop sûre. Alors, moi j'avais d'abord une question pour Ève. Je suis designer produit, moi, designer industriel. La version en bois, je la trouve magnifique. Il y a les traits de feutre rouge, là, c'est un peu ouf. C'est pas des traits de feutre rouge. C'est quoi, c'est un laser? C'est un laser? Non, ça s'appelle du tissu d'arrachage. C'est une technique de coque de bateau. C'est pour les bateaux. Et en fait, ça te permet de ne pas avoir à penser tant. C'est un tissu d'arrachage. Et moi, je trouvais la strate, là, les piles, tout ça super beau. Et je me posais la question du côté des modélisateurs. Là, vous avez envisagé le poids en bois, ça fait combien? Ça fait 250. 250. On l'a vidé même. On l'a vidé à l'intérieur pour que ça soit le moins. Mais d'ailleurs, il faudrait qu'on en reparle. Savoir si, parce que je ne vous ai pas vus tous les deux l'un à côté de l'autre, mais savoir si on peut réduire encore ou pas les tranches. Ouais, okay, bref, c'est pour la bière. En version bois, je trouvais ça superbe. Je trouvais ça vraiment superbe en bois, ça fait top. On va avec un vernis là-dessus. Donc moi je suis designer produit, formé aux arts décoratifs à Paris. J'ai pas fait Olivier de Serre. J'ai dû faire un choix, à l'époque. Ben moi aussi, il voulait absolument que je devienne designeuse. Déjà ça se voyait là et j'ai refusé. Moi c'est différent, c'est que Art Déco a accepté que je fasse mon service militaire avant d'intégrer l'école. Et métier d'art, non, vous intégrez tout de suite, vous ferez votre service après. Je ne l'ai pas senti, ça. Je me suis dit, après 4 ans de design, je pense que j'aurais du mal à faire le service. Donc voilà, ça s'est décidé comme ça. Bon, toujours est-il que je suis designer en Occitanie depuis un peu plus de 20 ans, après un passage parisien. Et l'équipe Pulse, l'équipe Indigo, c'est-à-dire les deux principales associations, il y a le logo après, peut-être, je ne sais plus. En fait, les deux associations de designers sont montpelliéraines. Il y en avait une à Toulouse auparavant, et puis elle n'a pas survécu. C'est compliqué de se structurer. Je vous fais un peu l'historique rapide. En 2019, en avril 2019, en fait, le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, donc de l'Industrie, ont demandé aux designers de réfléchir à d'où vous venez et où allez-vous. Ça n'avait pas été fait jusqu'à présent. Donc voilà, prenez-vous en main et on a fait ce qu'on a appelé donc finalement les assises du design. C'est-à-dire que les designers au niveau national
se sont posés des questions de leur propre existence, comment ils fonctionnent, etc. Où il y a des problèmes, où il y a des choses plutôt vertueuses. Et les assises en décembre 2019, on a été reçu à Bercy, il y avait à peu près 600 personnes, de la profession, de l'enseignement, tous les gens qui revendiquent le mot design dans leur spécialité étaient relativement représentés. On ne va pas vérifier, mais voilà. Donc il y a un site à aller voir pour les designers, ça s'appelle assisesdudesign.fr. Et là, vous verrez les 30 points qui ont guidé finalement la création de Design Occitanie. Parce qu'il y avait deux associations à Montpellier, une qui préférait la pizza pepperoni et l'autre c'était plutôt la pizza aux anchois. Et donc il y avait un peu des difficultés, je dirais, et pour simplifier les choses, on s'est dit, il n'y a plus rien à Toulouse non plus, donc on va créer quelque chose de représentatif des designers dans leur diversité en Occitanie. C'est ce que nous demandent les ministères. Donc, on a pris un peu les choses en main, on est 5 ou 6 à travailler de manière bénévole, à essayer de structurer les choses depuis 5 mois. Et puis cette année, après moult difficultés, parce que les ministères ont du mal à communiquer entre eux, les designers ne sont pas très bien organisés encore, finalement la date du 6 a été retenue, et le 6, j'ai été représenté la région Occitanie, les designers d'Occitanie, à Bercy, pour expliquer ce qu'on est en train de mettre en place. Sachant que c'est différent à Marseille, c'est différent en Aquitaine, il y a des choses qui sont déjà structurées à Lille, à Lyon, à Saint-Étienne, à Bordeaux, et dans les autres régions, c'est un petit peu no man's land, où ce sont des agences de design qui prennent un peu les choses en main, mais qui sont en train de tâtonner sur leur modèle économique, sur leur modèle d'acculturation des acteurs. Acculturation des acteurs au design, ça peut être aussi bien les pouvoirs publics, les formateurs, les développements économiques, les DRAC, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie confusion, parce que nous, designers, on n'a pas fait le boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot design, c'est chacun va sortir sa théorie, alors qu'on doit pouvoir arriver à expliquer ce qui fait sens commun, et construction et projet commun. Donc pour Design Occitanie, c'est le territoire de l'Occitanie. Donc là, on a montré un petit peu, à travers cette carte, les premiers résultats de notre cartographie. Alors c'est symbolique, hein, vous en doutez. Et la difficulté de notre action, c'est d'être sur nos deux fondamentaux professionnels qui sont la culture, le sens, l'image, la forme, l'émotion, et l'économie, c'est-à-dire la réalisation technologique, fonctionnelle, etc., qui doit en fait faire sens vis-à-vis de la société et vis-à-vis des entreprises en particulier, nos mandants, les gens qui nous demandent un petit peu de réaliser les futurs outils de la société. Et donc là, vous avez une toute petite partie des entreprises que l'on sait faire appel au design. Alors Airbus, évidemment, là-bas à gauche, il y a une trentaine de designers, sans parler des agences extérieures qui sont interrogées, les unes sur le numérique, c'est-à-dire le design d'IHM, les autres sur des sièges ou des équipements en tout genre. Grande diversité. Et puis il y a des toutes petites entreprises, par exemple il y a OPI à Montpellier, c'est un binôme, je ne sais pas si vous le connaissez, OPI, certains ont déjà vu. Alors OPI, c'est deux frères. Il y en a un qui est designer et l'autre qui est business developer. Et ils ont créé une start-up qui conçoit et qui fabrique et commercialise, à chaîne complète, des jouets pour les enfants, des jouets pédagogiques, un peu dans l'ambiance Montessori. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment pour donner un peu les deux extrêmes. On a des groupes internationaux, des toutes petites, et entre les deux, toutes sortes de gens, extrêmement variés. Ça va de la cosmétique, il y a des gens qui Socma par exemple, c'est du matériel de cave, du matériel viticole. Alors là, c'est design industriel pur et dur, d'atôle plié, etc. La plasturgie. Technilum, ça c'est à Béziers, donc c'est il y a pas mal de candélabres urbains ici à Montpellier qui viennent de chez Technilum. Technilum, je sais pas, c'est sur la via
Domitia, et puis voilà, après il y a plein d'exemples. Majar, c'est des gens qui font du matériel agricole et d'espaces verts à Carcassonne. RBC, c'est un distributeur, donc lui il fait de l'archi intérieur et de la distribution de mobilier. Voilà, il y a toutes sortes de gens, il en manque plein, il a fallu faire des choix. Bon, l'idée c'était de présenter ça au ministère pour faire un appel, je dirais, à conscience de notre économie, de ce qu'on représente. Donc plus on sera nombreux à être identifiés, à se compter, par l'adhésion à l'association, plus les pouvoirs publics, et en l'occurrence la relance et le développement économique, parce que c'est un peu ça l'actualité, mettront des pépettes pour nous aider, ou en tout cas pour essayer d'expliciter vis-à-vis des chefs d'entreprise les méthodes et comment faire pour utiliser au mieux le design dans l'entreprise. Je ne sais pas, la diapo suivante. À moins que vous ayez des questions, hein, n'hésitez pas à vous m'interroger. Je vais juste dire une chose, parce que juste avant. C'est pas vraiment, beaucoup des entreprises ne font pas appel à des designers. Alors, OPI, Focus, le Bottgardian et Technidum ne font pas d'appel au design à ce moment. En fait, ça, ce sont les exemples que tu as choisis. C'est tous ceux qui ont intégré. Et ce que l'on veut développer. En fait, ce que l'on veut. Pardon? C'est souvent le propriétaire même qui dessine. Oui. Le Bottgardian, c'est le propriétaire même. Oui, je sais bien. En fait, ce sont des exemples. Justement là, ils ne font pas appel au design. Ils font appel au design, mais en interne. C'est-à-dire que Focus, ils ont créé l'entreprise sur une méthodologie design. Dominique Imbert, qui nous a quittés à 86 ans la semaine dernière, ou la semaine d'avant déjà, c'est au départ un designer autodidacte qui a pensé le premier produit, qui en a fait finalement une valeur fondamentale de son entreprise et la stratégie qui a découlé derrière avec design management, enfin à tous les étages. C'est un designer. On ne peut pas dire le contraire. Donc là, il y a des exemples, effectivement, comme dit Hugues, il y a des exemples où c'est carrément intégré. Chez Pierre Fabre, ils sont 6 designers intégrés et ils font appel à des agences extérieures ponctuellement, parce que d'abord, ils sont débordés. Je veux dire qu'il y a bien un aspirateur à design qui a été créé en interne. Et deuxièmement, parce que quelque part, ils ont besoin de sang neuf. Ils sont tout le temps dans la même cosmétique, la galénique pharmaceutique, etc. Il faut qu'ils... Voilà. Donc l'objectif de Design Occitanie, c'est de faire gonfler le gâteau. C'est-à-dire de montrer aux acteurs publics qu'on existe, qu'on est moteur de l'économie, du développement de produits nouveaux, de la conscience sociétale, que le design finalement c'est utile à la société, ça fait sens. Donc ça, il faut qu'ils le comprennent. D'où notre structuration ici. Après, l'idée c'est de mettre en avant les entreprises qui ont de bonnes pratiques, qu'elles soient intégrées ou pas, ou les deux. Chez Airbus, il y a 30 designers intégrés, et puis il y a des agences, dont certaines montpelliéraines d'ailleurs, qui travaillent pour Airbus, discrètement, et je pense qu'il faut qu'on sorte du bois, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se montre de plus en plus, et surtout qu'on montre des exemples de succès. À quel endroit le design est responsable du succès? On va essayer de mettre sous le tapis quand il y a une plantade, quand il y a un dossier foireux, on espère qu'il n'y en aura quasiment pas, mais évidemment, si on en identifie certains, on va les cacher. Non, mais il y a tellement de succès vertueux que voilà. Il y a une chose aussi très importante que l'on voit ici, sur cette diapo, lisez, hein, parce que je fais un peu à l'arrache. Le mot design, c'est toutes ces thématiques-là, et il en manque encore. C'est ça qui est terrible, c'est que notre méthodologie, notre philosophie, notre comportement vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos prochains, avec l'utilisateur au centre, et l'hyper-empathie pour créer, hein, parfois on a le droit de gronder, mais c'est vrai que cet utilisateur au centre, c'est ce qu'il y a de commun là-dedans. En dehors du reste que vous connaissez aussi bien que moi, je ne vais pas le faire maintenant, je ne l'ai pas fait d'ailleurs à Bercy. Et donc, il faut qu'on arrive à revendiquer, pas tout, mais les mots qui nous vont bien individuellement, ceux avec lesquels on est très à l'aise et qu'on a des exemples à expliciter aux tiers, il faudra les mettre en avant.
Donc l'association, elle a commencé par réaliser, enfin elle est en cours de réalisation d'une cartographie d'un annuaire régional. On a pris contact avec toute une série d'acteurs publics et privés, parce qu'on s'aperçoit que finalement l'argent est de plus en plus rare. Donc nos meilleurs ambassadeurs seront nos clients. On va essayer de faire monter les clients en leur disant, regardez, ça vaut le coup de montrer. Le succès d'Apple, c'est pas pour rien. Ils ont travaillé sur les usages fondamentalement dès le départ. Regardez où ils sont aujourd'hui. Quand on regarde les succès internationaux, Dyson et autres, il n'y a pas photo, quoi. On voit ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Alors je prends des exemples de design produit, je suis un peu confus. Mais voilà, c'est le domaine que je connais un petit peu. Donc il faut arriver à expliciter tout ça. Et puis on a comme projet, donc vous voyez ici les actions à venir, acculturation au design des acteurs du développement économique, parce que jusqu'à présent, dans les CCI, dans les organismes consulaires, DRAC, etc., ce sont souvent pas des designers qui ont raconté le design. Et donc il y a des biais partout. Il faut d'ailleurs on travaille sur le contenu, parce que c'est très particulier, on le sait tous. Donc on va essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus clair, tout ça. On pense que, comme ça a été réussi à Lyon, ça a été très très bien réussi en Aquitaine, l'ADI, l'Agence de développement économique de l'Aquitaine, a très bien réussi. Ils ont une mécanique avec 5 personnes qui travaillent à plein temps à expliquer aux chefs d'entreprise et aux acteurs publics en général à quel endroit ils peuvent utiliser le design. Donc l'idée, ça serait de faire des pré-audits. Ça marche très très bien. C'est-à-dire que derrière, des agences sont interrogées en fonction du type de design qui semble nécessaire. On élargit le champ des possibles avant de serrer. Et puis après, il y a un dernier projet qui est l'étude quantitative de la création de valeur. Donc ça, c'est très, très économique. Mais on pense que pour faire la démonstration, si on veut que Bercy mette de la pépette pour les designers, il faut qu'ils aient une bonne idée chiffrée, quantitative, qualitative. Oui, ils savent, ils ont compris. Ils sont tous sensibles au bout. Par contre, le quantitatif, c'est malheureusement, on ne pourra pas refaire le monde. On est obligé de travailler là-dessus. Salut, à bientôt. Bah oui, téléphone. Merci Olivier de nous j'ai essayé de faire vite. Voilà. Présenter tout ça. Voilà, donc le design rente éternel, c'est un petit. Bon, on dira pas qui c'est, mais bon, c'est pas. C'est quelqu'un qui a participé à la fondation qui a trouvé cette formule. En chante la vie, un point c'est tout. Voilà.